Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Aujourd'hui, c'est une première. On reçoit notre premier invité. En 2005, à 19 ans, avec moins de 100 $ en poche et à partir du sol de ses parents, il a décidé de lancer son entreprise en informatique. C'est un gars simple et allumé qui est à la tête d'une entreprise solide qui compte plus de 50 personnes. Leur expertise, l'automatisation et la gestion d'infrastructures informatiques. Et depuis quelque temps, l'entreprise travaille sur leur premier produit SaaS nommé Berrycast. Une application qui permet d'enregistrer ce qui se passe sur votre écran d'ordinateur pour communiquer plus efficacement, comme si vous étiez là en personne. C'est avec beaucoup de fébrilité qu'on reçoit Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Si lui et son entreprise ont connu une belle progression, il n'y a vraiment aucun hasard. Bienvenue au podcast, Jonathan. Merci, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais commencer en mettant un petit peu de contexte sur comment on se connaît, la raison pour laquelle t'es notre premier invité. Alors, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans. J'étais allé suite à une série de rencontres avec les gens au développement des affaires. On avait lunché dans votre belle salle de conférence. Puis tu m'expliquais exactement c'était quoi les plans de l'entreprise, comment vous aviez positionné les différents projets. Puis tu m'avais fait un dessin sur une feuille que au départ, je regardais le dessin puis je me disais mais c'est n'importe quoi comment qu'il dessine. Puis à la fin du dessin, je me suis dit non, ce dessin-là, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a sûrement pratiqué, il l'a visualisé plein de fois, puis ça m'avait un peu marqué. Puis à partir de ce moment-là, je commençais à porter plus d'attention à ce que tu faisais, à ce que vous faites chez OpenMind. Puis dans le fond, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est que on veut en savoir plus sur comment tu as commencé, puis tout ça. Puis fait que dans le fond, ma première question, c'est ton parcours d'entrepreneur. Il commence pas en 2005, il commence bien avant ça. Donc, comment ça commence pour toi, l'entrepreneuriat? Ça a commencé très jeune, très jeune. Je suis un peu tombé dans la potion Astérix et Obélix quand j'avais l'âge de 8-9 ans. Je vais essayer de faire une longue histoire courte, comme on dit. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'avoir accès à un premier ordinateur quand j'avais 8 ans. Mais mon père était en affaires, puis on fera peut-être une parenthèse là-dessus. C'est un type d'entrepreneur qui a quand même bien réussi, mais ça m'a motivé à faire évoluer une business dans une autre direction. Donc, premier ordinateur à l'âge de 8 ans, je m'amusais sur l'ordinateur, je la brisais. Puis mon oncle venait la réparer pour réussir à faire fonctionner ça à nouveau. Puis j'y posais tellement de questions qu'il me trouvait vraiment fatigant. Puis j'insistais pour poser 42 questions, puis savoir comment ça fonctionnait, puis comment réparer ça. Puis il était tellement tanné que j'y pose des questions qu'il m'a donné un livre. Puis à la blague, en me donnant ce livre-là, il m'a dit « Tiens, Jonathan, arrête de me poser des questions, lis ça, puis un jour, tu vas pouvoir gagner ta vie avec ça. » Puis c'était vraiment une blague qu'il disait à l'époque, mais je pense qu'il s'est pas trompé. Puis le livre, c'était comment programmer son premier site web en HTML. Début des années 90, l'HTML, Netscape Navigator et Communicator 1. Oh wow! Donc on retourne avec les modems 28.8 qui venaient juste d'arriver. Tu avais Internet à cette époque-là? Oui, exactement. OK. Exactement. J'avais Internet à cette époque-là. Puis, avec un de mes amis, qui était un très, très, très bon ami pendant longtemps, on s'est perdu de vue dans les dernières années. Mais on se challengeait à savoir comment réussir à programmer sa première page web. Puis, on a commencé à lire le livre, on a commencé à faire des tests. Puis on dit, mon Dieu, ça fonctionne, ce qui est écrit là-dedans. Puis on était un peu fascinés du résultat que ça donnait à l'écran. Fait qu'on a commencé à se challenger, puis on a décidé de lancer quelques petits projets web pour le fun, des projets personnels. Puis on a lancé un site qui s'appelait Adonet dans le temps pour les adolescents. Puis on a eu quand même un bon succès avec ça. Ça a passé dans des revues. On avait quand même beaucoup de visiteurs pour l'époque. Puis il y avait pas grand site web qui était en compétition de ça, là. Puis ça s'est mis vraiment à décoller. Fait qu'à partir de là, on a dit, mon Dieu, OK, on est capable de faire quelque chose de nos mains devant l'ordinateur. Fait qu'on a commencé à explorer différents scénarios. Mais là, attends un peu, là. À cette époque-là, l'Internet coûte pas c'est pas le prix d'aujourd'hui. L'hébergement web, ça coûte pas le prix d'aujourd'hui. Comment vous arrivez à financer le fait de savoir qu'est-ce que c'est un nom de domaine? Parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est facile. On est sur Internet, tu googles, puis tu trouves à peu près n'importe quoi en dedans de 5 minutes.
qui finance l'achat d'un nom de domaine, l'hébergement, tout ça à cette époque-là, que probablement que t'as même pas de travail, j'imagine? Eh ben, à cet âge-là, effectivement, à part passer le balai dans l'entrepôt chez mon père à 1 pièce de l'heure, là, c'était ça mon ça mon travail. Il voulait m'apprendre. Pas un nom de domaine à 100 piastres. Non, effectivement. Non, on a eu la chance à cette époque-là qu'il y avait beaucoup de business qui offraient déjà à cette époque-là des produits gratuits, les GeoCities de ce monde, et il y avait plein de sites. Il y a plein de sites où on pouvait, sans nécessairement avoir de nom de domaine, d'avoir des sous-domaines de ce domaine-là. Ouais. Donc, on a commencé avec ça. Fait que les premières années, ça nous coûtait rien pour héberger, ça nous coûtait rien pour mettre le contenu. Donc, on avait juste du plaisir à le faire, puis c'était juste notre temps plus qu'autre chose. Fait que ça a été une belle époque. Il y a encore des produits gratuits aujourd'hui, mais c'était un petit peu plus coûteux qu'est-ce que c'était à l'époque. Là. Les gens étaient un peu plus flyés d'essayer de rendre ça disponible, vu que c'était les early days de l'Internet. Puis c'est ça qui t'a, dans le fond, amené à cheminer au niveau informatique, puis à dire, c'est ça que je veux faire? Mais à partir de cette étape-là, vers 11 ans environ, j'ai mon père qui travaillait très, très, très fort pour faire décoller sa business en transport. Puis je voyais qu'il passait un temps fou en gestion. Il y a beaucoup de paperasse à faire, beaucoup de suivi, beaucoup de logs, des feuilles de route, des choses comme ça. Fait que pendant pendant les vacances, je dis je vais aller passer un peu de temps dans ta business. Je suis tombé sur un livre qui s'appelait Access, comment faire une base de données à Access. Je vais aller passer un peu de temps là-bas, voir si je peux vous aider puis donner un coup de main. Fait que j'ai appris avec ce livre-là à comment programmer des bases de données, un petit peu des interfaces logicielles pour automatiser des choses. Puis pendant plusieurs années, j'ai développé beaucoup de modules pour la gestion de l'entreprise familiale. Ça m'a permis de voir comment développer des logiciels en plus de faire des sites web. Puis à travers ça, il y était 2 entreprises dans une bâtisse, puis je m'occupais, en tout cas j'essayais de m'occuper du parc informatique, d'apprendre comment ça fonctionnait les serveurs, réparer les ordinateurs. Puis la business qui était connexe dans la même bâtisse, elle dit écoute, t'as de l'air à connaître ça, ou du moins le résultat de l'air pas si pire, veux-tu t'en occuper aussi? Donc j'ai commencé à faire un petit peu les 3 volets qui étaient le début de la business, qui était du site web, du logiciel base de données, puis de la gestion de parc informatique. Fait que ça l'a cheminé quand même tôt. J'ai eu la chance d'avoir ces terrains de jeu-là, autant la business familiale que l'autre entreprise qui était dans la même bâtisse pour apprendre puis jouer un peu avec ça. Mais parcours de circonstances, des fois le hasard fait bien les choses. À l'âge de 13 ans, j'ai eu la chance de marcher dans la rue à Saint-Jérôme. Je suis natif de Saint-Jérôme. Et il y avait, à cette époque-là, puis le magazine existe encore, ça s'appelle CBM Informatique. Puis eux écrivaient toujours des articles dans le journal local, puis à chaque fois que je recevais le journal, je m'en allais tout de suite à la page de l'article de CBM Informatique, puis je tripais sur eux autres, c'était comme un peu mes idoles. Puis là, je marche dans la rue, puis je regarde, je dis, mon Dieu, c'est là CBM Informatique. Et je vais rentrer. Fait que du haut de mes 13 ans, je rentre en dedans, je jase avec les gars qui sont en dedans, je dis, c'est vraiment trippant vos articles, je suis un gros fan de ce que vous écrivez, puis tu sais, j'aime apprendre de ce que vous écrivez. Je dis, mais vous avez pas de site web? Comment ça? Ben, on n'a pas le temps, on est trop occupé. Je dis, ben, parfait, je peux vous faire un démo, je vous enverrai un démo puis un prix avec mon chum Rémi. On pourrait peut-être faire quelque chose pour vous aider là-dessus. T'sais. Fait que, ce que je savais pas à l'époque, c'est qu'il riait de ma gueule. Ben, je pensais sûrement jamais que t'allais revenir avec quelque chose de sérieux. Ben, exactement. C'est clair, 13 ans, c'est fou. Justement, j'allais te demander, comme, t'avais-tu un challenge face à ça, d'arriver d'être jeune, d'arriver dans l'entreprise à ton père, comme, tu sais, le business familial, des fois, ça peut être touché de comme, les jeunes qui arrivent dans la compagnie quand, justement, il y a une autre génération qui a travaillé vraiment fort. T'as-tu comme eu des challenges face à ça? Est-ce que... Je dirais, j'étais autant, je dirais une partie naïf. Je voyais aucun des challenges qui étaient là. Puis de l'autre côté, j'avais tellement pas de pression sur les épaules. T'sais, dans le business à mon père, il s'attendait absolument à rien d'autre que je sois assis devant l'ordi, mais qu'il n'y ait aucun résultat. Ouais. de là, ça peut juste être positif, là, non, mais c'est ça. Exactement. Fait que je dirais, ça a été un super beau terrain de jeu. Puis même chose, CBM, ils s'attendaient probablement à rien. Fait que quand on est arrivé avec quelque chose, ils ont fait comme, OK, vous êtes sérieux, puis ça fait du sens. Fait que je sentais pas la pression, puis je me suis fait beaucoup challenger là-dessus à travers les années. C'est un petit peu plus tard, j'ai fondé la business, puis on était chercher quand même des contrats intéressants les premières années, puis le monde dit, mon Dieu, comment tu vis ça intérieurement versus l'âge que t'as, puis probablement j'ai quelque chose dans le cerveau qui manque, là. Mm-hmm. J'ai pas cet élément-là. Mais c'est une bonne chose, il y a tellement de monde qui, à l'inverse, ont tout ce qu'il faut, ont les compétences, ont l'expertise, ont l'expérience, puis foncent pas pour peu importe la raison. Fait que tu sais, quand t'es à l'envers de ça, puis que tu vois ça comme... En fait, tu vois pas ce que d'autres voient,
Ça te permet justement d'aller offrir tes services puis de penser à 13 ans que, ben oui, moi, je peux rentrer là puis je peux l'offrir. Ben ouais. Au pire, il arrive à rien, là, tu sais. C'est ça. souvent ça qui est le pire. Au pire, il arrive à rien. Tu perds à rien à l'essayer, là. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec ça. Puis, vas-y. Fait que là, vous livrez un site web pour CBM. Qu'est-ce qui se passe, là? On Ils sont livre, contents. on livre le site web à CBM, version 1. On a fait plusieurs versions à travers le temps. Puis eux recevaient beaucoup de demandes de d'autres entreprises de la région. C'est quand même assez tissé serré dans le secteur à Saint-Jérôme. Tout le monde se connaît puis tout le monde s'entraide. Donc ils recevaient des demandes de gens, disaient, connaissez-vous des gens pour faire notre site web? Puis, qui ont commencé à nous référer des business. Fait que ça a été vraiment un point tournant. Puis des business qui étaient quand même assez le fun. Fait que je dirais à l'âge de 14 ans, faire le site web du Vieux Chac de Saint-Jérôme, qui est à cette époque-là un des plus gros clubs bars du coin. Puis là, tu regardes ça du haut de tes 14 ans, tu dis hey, j'ai hâte d'être majeur pour pouvoir aller là. Il me reste juste 4 ans avant de pouvoir y aller. Exactement, c'est ça. Puis fait qu'on a été référé à des belles entreprises, dont le Vieux Chac de Saint-Jérôme, Manoir Philippe-Alexandre. C'est des belles business, des beaux terrains de jeu. Puis ces gens-là, honnêtement, ont été incroyables. Là. Je pense à des Gaétan, des Daniel du Vieux Chac, Danny Berger également. Ils ont laissé le terrain libre. Ils ont dit, écoutez les gars, on a confiance en vous autres, allez-y. Voici ce qu'on s'attend un peu au final, mais vous avez carte blanche. Puis ça a été un terrain de jeu, puis un apprentissage incroyable pour évoluer. Puis j'avais pas de pression à ce moment-là, à cette époque-là. Puis veux pas, ils nous rémunéraient quand même dans l'autre sens. C'est exactement où est-ce que je m'en allais. Je me disais, un site web à cette époque-là, ça coûtait combien quand on a 14 ans puis que probablement 150 piastres, c'est comme beaucoup d'argent là, tu sais. Exactement, puis je vais avoir une bonne anecdote à compter là-dessus par après, mais je donne un exemple, je pense la 2e ou 3e version du site du Vieux Chac. J'avais mis des centaines et des centaines d'heures à le faire, mais je leur avais pas tenu au courant de ce qu'on en était rendu là-dedans, puis j'avais tellement peur à la fin de leur donner la facture. Puis je pense que ça avait coûté quelque chose comme 3000 ou 3200 $, puis je me souviendrai toujours, là-bas, leurs bureaux de gestion sont en dessous, complètement en bas dans le sous-sol, puis je me souviens, j'avais envoyé la facture, j'avais envoyé un démo, puis j'étais descendu en bas, puis les 3 actionnaires, ben ils sont 4 actionnaires, mais il y en avait 3 qui étaient là présents. Quand je suis descendu en bas, les 3 se sont levés leur chaise puis ils m'ont applaudi. Puis j'ai fait oh God. Wow, okay. Quand j'étais sûr que je m'aurais fait ramasser parce que c'était trop cher. Ils ont dit wow, puis ils ont dit let's go, on y va, puis ils ont continué à donner beaucoup de business, puis ça nous a énormément aidé à partir après ça Open Mind puis à décoller ça. Ça a été un de nos plus gros clients pendant plusieurs années. Sans eux autres, on n'aurait pas été capable de passer dans les premières phases de l'entreprise. Ça prend une couple de personnes qui te font confiance puis qui te donnent un peu, tu sais, carte blanche, puis que tu sais que, tu sais, monétairement, ils ont, tu sais, sont là parce qu'ils ont une certaine continuité dans les projets pour, tu sais, dans le fond, pour s'assurer que toi, de ton bord, ben, tu peux développer autre chose. Ça t'en a pris combien de business? Tu sais, qui t'ont fait confiance comme ça pour dire, OK, là, tu sais, c'est plus un passe-temps, là. Il peut y avoir quelque chose de... C'est une très bonne question parce que j'ai parti là, un petit peu plus tard dans le parcours. Là, j'avais 19 ans quand j'ai parti Open Mind. C'était en 2005. Puis j'appelais ça 2005 à 2007, c'était mes années des 8 jours semaine. Où ce que je faisais, où ce que je travaillais au Future Shop le vendredi soir, samedi, dimanche. Puis ça payait tous mes comptes, le véhicule, l'appartement, le kit. Puis je travaillais après ça 5 jours semaine, quand même beaucoup d'heures pendant ces 5 jours-là pour la business. Ça a pris 2-3 ans avant que je puisse commencer à me donner un salaire. Puis l'argent... C'était le Future Shop qui te payait pour pouvoir après ça... Exactement. Wow. Exactement. C'est vraiment le Future Shop qui m'a permis de survivre pendant ces 2-3 années-là. Parce que tout l'argent qu'on faisait, je le donnais au staff, carrément, qui étaient des stagiaires, mettons, que j'avais gardés après l'école, parce que on était dit, bon, OK, on peut pas tout faire tout seul. La majorité des revenus, ça s'en allait aux stagiaires qu'on gardait par après, à des salaires qui étaient pas énormes, là. Mais ça a été des belles années quand même d'apprentissage. Ça a été, je me souviens de l'été 2007, où ce que tous mes amis allaient faire du bateau au lac Achigan, puis qui m'appelaient, puis je disais non, j'en ai encore pour 18 heures avant ma livraison le lendemain matin à faire, puis je peux pas y aller. Puis en sachant que monétairement, ça te donnera absolument rien, mais en pensant probablement que à force de faire ça dans un avenir qui allait être peut-être pas si lointain, tu pourrais en vivre puis développer quelque chose. J'étais encore plus fou que ça, je dirais. Ah ouais? Je pensais même pas qu'un jour ça pourrait être aussi bénéfique ou logique niveau financièrement. Je le faisais juste parce que j'avais bien du fun. Puis j'étais content du résultat. Puis même que j'ai eu puis j'ai toujours cette thinking là aujourd'hui là.
les premières années, je pouvais pas croire que les gens me payaient ce prix-là pour faire ça, puis on chargeait des taux ridicules. Là. Puis moi, dans ma tête, c'était, mon Dieu, voir que quelqu'un me paye ce prix-là, si tu me payerais pas, je le ferais quand même, tu sais. Ouais. Une chance qu'il nous payait, là. Ouais. Si j'avais chargé peut-être un peu plus, j'aurais pu me payer avant, mais bref, on apprend en management, j'ai fait... Non, tu te rends compte que c'est pas parce que... Moi, j'avais vécu exactement la même affaire. La première fois que j'ai dit un prix à un client, j'étais genre au cégep, puis j'avais dit ça va te coûter 15$ de l'heure, puis là, il était comme... OK. Puis là, j'en revenais pas, mais tu sais... Puis à l'époque, 15$ de l'heure, ça faisait bien du sens, mais en même temps... Tu t'as aucune notion de ouais, mais quand tu vas faire ta comptabilité, quand tu vas faire ta prospection, ta facturation, toutes ces affaires-là, ben ton 15$ de l'heure fait que finalement tu vas être payé 7,5 ou même moins parce que ton ratio est à peu près du 1 pour 1 en termes d'administration puis de. Mais c'est drôle la perception qu'on a quand on est quand on a vraiment aucune expérience. Mais malgré tout, ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que tu peux évoluer puis ça a pas tué ta business parce qu'il y a bien du monde qui partent des business, puis finalement, ça tue leur business parce qu'ils chargent pas assez cher. Puis qu'ils se payent pas. Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est pas, tu peux pas faire ça toujours, là. Ça a duré combien de temps, ça, de travailler, ça a duré, 2005 à 2008 environ. Je dirais 2-3 ans environ. Okay. Puis même si ça va faire 15 ans, au mois de mars, que l'entreprise existe. Puis j'ai eu la chance puis l'opportunité quand même d'avoir des valeurs familiales que c'est important de vivre en tous ses moyens, puis de se payer du luxe avec des intérêts de placement. Donc, d'être jamais dans une situation où ce que tu dépenses trop ou que quand tu dépenses, qu'à un moment donné, tu risques de te faire enlever ce bien-là ou ce luxe-là. Fait que j'ai été quelqu'un qui a beaucoup limité le salaire que je me donnais, puis tous les profits qu'on avait, on l'a investi on the side. Fait que je dirais, ça fait quelques années, je dirais très peu d'années que j'en profite plus au niveau financier. On essaye en tout cas, on a toujours eu le thinking, on en met le plus possible de côté pour réussir à faire de la croissance, réussir à avancer, puis à pousser la business plus loin. Là. Nice. Ça vient d'où? C'était basé sur quoi? Ça, au départ, cette éducation-là, peut-être cette peur-là, c'est quoi? Comment t'expliques ça? Ben, il y a différents éléments qui a fait bouger mon thinking d'entrepreneur, puis je recule loin en arrière. Toute ma jeunesse, je me suis toujours dit jamais j'allais me partir en affaires. Jamais. À cause de ta famille, à cause de ton père? À cause que j'ai vu ce que mon père a dû sacrifier pour être capable d'avoir du succès en affaires, puis ça a eu quand même un certain impact sur la famille, ça a eu un certain impact sur lui, veut pas. On fait beaucoup de sacrifices, puis des fois on n'a pas le choix de faire le moins pire des choix, mais c'est pas tout le temps le bon choix. Fait que je me suis toujours dit jamais j'allais me partir en affaires. Puis je suis tombé sur un livre à l'âge de, je pense, 17 ou 18 ans, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce livre-là. Je l'ai lu. Ça a été vraiment un énorme game changer dans mon thinking. Puis je l'ai relu dernièrement, puis ça m'a épaté la quantité de bons conseils qu'il y a là-dedans. Quand tu lis pour la première fois, tu te dis c'est impossible, ça se peut pas. Puis un coup, tu demandes action, 5, 10, 15 ans plus tard, finalement, tu te dis OK, il avait raison, ça a de la logique. Mais ce livre-là, je me suis dit un élément qu'aujourd'hui je me rends compte, je me suis un petit peu menti, là. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire le modèle à l'inverse, c'est-à-dire, je vais partir une business, je vais travailler fort pendant 10 ans de temps, puis à l'âge de 30 ans, à ce moment-là, je vais être probablement en bonne position financière pour me concentrer sur la famille. Là, quand je dis que je me suis compté un mensonge, j'ai passé le cap des 30. Moi, c'est ça. Puis là, je veux pas arrêter, j'ai trop de fun à faire ce qu'on fait là, puis je trouverais ça un petit peu... en tout cas de mon opinion à moi, puis tu sais, chaque personne est différente, mais je trouverais ça un petit peu égoïste au stade actuel, puis avec les projets que j'ai, d'avoir un enfant, je pense que je manquerais de temps pour bien m'occuper puis bien prioriser ça. Fait que je le repousse encore un peu. Ça fait 5 ans, je me dis dans 5-10 ans. Fait que ça bouge en avant. Mais au final, tant que t'es bien avec cette décision-là, parce qu'il reste que, tu sais, d'avoir un enfant, c'est pas... c'est pas quelque chose qu'on retourne, première des choses. Puis ça demande énormément de temps. Non, mais tu sais. Retourner au magasin. Non, effectivement. Non, je me suis informé. Non, mais sérieusement, tu sais, je trouve que les gens, tu sais, premièrement, tant que t'en as pas eu, tu sais pas vraiment dans quoi tu t'embarques. Fait que le fait d'avoir, tu sais, certains objectifs puis de placer ça, je peux dire l'analyste en moi trouve ça très responsable, mais par contre peut-être que Najomi, elle qui est plus tu
va au gré du vent? T'as-tu une opinion qui est différente par rapport à... Ben moi longtemps justement, je me disais j'étais pas prête, puis j'étais comme faut que j'en profite encore plus, puis tu sais je veux pas avoir besoin, tu sais si je veux voyager, si je veux aller faire des choses, je veux pas comme avoir à penser à ça. Mais je te dirais que tu sais j'y réfléchis pas tant que ça, puis ça a jamais été un grand désir pour moi d'avoir des enfants à moi. Là, j'ai mon conjoint qui a des enfants, fait que tu sais c'est un bonus là, puis c'est le fun. Mais non, je pense que c'est logique, oui, effectivement. Puis c'est d'y aller aussi, ton feeling est bon là de se dire ben je vais all in encore dans le business, puis je veux dire parce qu'il y en a plein là des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui ont des business puis que après ça les enfants ils voient peut-être pas la semaine, ils finissent tard, ou que ce soit des formations qui partent. C'est pas tout le monde qui... C'est déjà difficile d'être full impliqué. C'est le genre d'affaire que t'es all-in ou all-out, j'ai l'impression. Puis c'est un peu ce que j'entends de... Mais je pense que c'est dur d'être équilibré. Ouais. C'est dur, tu sais, comme... Je pense que toi, tu le fais vraiment bien, là, Max. Mais, je comprends les deux. Mm-hmm. Je comprends ce que tu dis de dire, si je veux pousser ça comme, tu sais, au bout d'un certain d'un certain rêve ou de ce que tu as dans ta tête, ben chaque distraction, si on peut appeler ça comme ça, ben t'éloignes de ça, tu sais. Puis en même temps, c'est important de faire attention de pas se priver non plus, puis de tu sais des fois mettons il y a du monde qui disent tu sais j'attends d'être prêt, mais tu sais si t'attends d'être prêt dans la vie ou tu sais moi je me rappelle quand qui se cache en c'est exactement, tu sais moi je me rappelle quand j'étais à l'école, je me disais quand je vais avoir fini l'école, là, je vais en avoir du temps parce que tu sais, je vais travailler le jour puis le soir, je vais pouvoir relaxer. Puis là, quand tu finis l'école, tu commences à travailler puis tu dis aïe aïe. Quand j'étais à l'école, là, j'avais aucune responsabilité. Je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais, mais c'est comme si tu le réalises pas. Tu sais, fait que je trouve ça bien que tu sais que tu vois ça, de dire non, pas encore, mais où je vais aller avec ça, c'est de dire là, présentement, chez Open Mind, vous êtes combien de personnes? On a des difficultés à compter. Ah ouais, c'est... on est rendu, je pense, 55 ou 56 joueurs dans l'organisation. Malade. Tu viens de dire 56 joueurs. Tu parles jamais d'employés. Le choix de tes mots, explique-moi un peu ce... Il y a deux termes que je n'aime vraiment pas puis que je porte pas dans mon cœur, là. C'est le mot employé puis le mot ressources humaines, hein, comme si c'était, excusez-moi l'expression du bétail, là. Je pense que l'analogie qu'on fait souvent chez Open Mind, c'est que on est comme une équipe de hockey qui va aller gagner la Coupe Stanley. Fait qu'on est tous des joueurs qui sautent sur la glace, qu'il faut qu'ils donnent leur 110%, mais il faut qu'on ait du fun. Puis je ferai une parenthèse sur nos valeurs. On est en train de revisiter nos valeurs d'entreprise. Puis il y a une bonne anecdote, je vais pouvoir vous conter après là-dessus. Mais je pense que si on veut créer un team spirit, faut le vivre dans les détails, faut le vivre dans le parler, faut le vivre dans l'action. Puis pour moi, le mot employé, ça me colle pas du tout. Puis ça vient pas me chercher. J'aime mieux parler de joueurs. On a du fun, on a du plaisir, on joue une game, on va aller gagner la Coupe Stanley. Puis ça ressemble à ça. Puis souvent là, vous allez le voir, là, j'ai le réflexe de je déteste dire je. Souvent, je dis on. Mm-hmm. Vous êtes, mettons, vous étiez 2 actionnaires à tel âge. Non, je suis pas capable de dire je. J'aime pas dire je. C'est du travail d'équipe. Je déteste ces termes-là. Tout simplement. J'ai parlé à plusieurs personnes en préparation pour cet entretien. L'image que j'ai de Open Mind, c'est comme si Open Mind était l'entreprise ou l'entité, son propre patron, puis que tout le monde qui est à l'intérieur, c'est tous des joueurs, pour reprendre ton expression, qui se rapportent à Open Mind, l'entité. Toi inclus dans ça. Est-ce que j'ai raison en disant ça? Mais j'espère. On est tout le temps mauvais juge de où est-ce que je suis assis. Est-ce que c'est ta vision? Oui, je pense qu'il faut qu'Open Mind soit indépendante à elle-même. Il faut pas qu'elle dépende d'une personne. C'est quelque chose que je me suis donné beaucoup comme but dans les dernières années, de s'assurer d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, mais que je sois pas le roadblock de l'entreprise. Qu'elle soit indépendante en elle-même, puis on a vraiment du monde sharp de qualité qui prennent responsabilité, puis on cherche beaucoup d'entrepreneurs aussi dans l'organisation. Il faut que l'organisation vive par elle-même, puis il faut que les gens puissent contribuer à quelque chose qui est à terme, ou va devenir à terme plus grand que soi-même individuellement. Puis comment tu t'assures de ça? Parce que tu sais, on s'entend, mettons, la vision théorique, je la comprends, je la partage.
mais comme concrètement. Concrètement, ben ça va aller autant dans les détails que dans la vision qu'on va venir donner aux gens. Quand que les gens joignent la famille Open Mind, on va faire le tour de c'est quoi mission, vision, valeur de l'organisation, d'où on vient, où est-ce qu'on veut s'en aller, puis en quoi qu'ils peuvent contribuer à ça. Puis on va mettre à ce moment-là des challenges trimestriels pour que les gens puissent contribuer à ces défis-là, puis à ces objectifs-là. Puis on essaie de les rendre le plus possible imputables de ça. Puis il y a une certaine fierté. Je pense que les gens, tout ce qu'ils veulent, en réalité, c'est de s'accomplir, puis d'évoluer, puis d'être heureux dans ce qu'ils font, que ce soit au travail ou à la maison. Fait que c'est d'essayer de maximiser cet environnement-là pour que ces facteurs-là soient dans leur day-to-day. C'est jamais parfait. On aimerait ça que ça soit tout le temps parfait, mais ça l'est jamais. Mais c'est d'essayer de réunir ces éléments-là, puis de faire confiance aux gens, de leur donner des responsabilités, les challenger un peu. Des fois, les pousser un peu dans les câbles parce qu'on sait qu'ils sont qu'à aller un petit peu plus loin. Puis souvent, on est agréablement surpris parce que ça tourne positif. C'est cool, ça. Est-ce que vous avez j'imagine que non, un département de ressources humaines? On a... En fait, comment il s'appelle? Ouais. Ah, mais il y a un autre nom. Ouais. C'est parce que c'est acquisition de talent et culture. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de le phraser. On a une personne à temps plein qui s'occupe de ça. On est en train également, on a fait notre plan stratégique pour les 3 à 5 prochaines années. Puis, une des trucs qu'on veut pousser, c'est de développer une équipe au niveau culture qui va être l'équipe gardienne de la culture de l'organisation, puis s'assurer qu'il y a un bon vibe, qu'il y a beaucoup de team building qui est fait, que les gens ont du plaisir, qu'ils se connaissent. Puis, on a un produit aussi qu'on va peut-être développer pour ça éventuellement, qu'on a dans notre pipeline d'idées. Faire compétition à Gsoft et les Gsoft de ce monde qui s'adressent un peu à ce genre de problématique, mais pas vraiment de problématique, d'opportunité de faire en sorte que la culture est maître de la business. Puis d'ailleurs, on l'utilise, le logiciel Office Vibe, super beau produit québécois de Gsoft. Pour ceux qui ont des business qui l'ont pas utilisé jusqu'à présent, je vous invite fortement à l'utiliser. Puis on regardait ce système-là fonctionne très bien, mais on a probablement identifié d'autres problématiques qu'on a que Office Vibe n'adresse pas pour l'instant. Fait que le but, c'est pas de devenir compétiteur à eux, mais c'est de voir comment on peut aller combler un besoin au marché qui est probablement différent, que nous-mêmes on vit présentement carrément. OK. Ben, quoi de mieux que de vivre les problèmes puis de les régler pour soi-même, pour lancer un Exactement. produit. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. La croissance chez OpenMind, quand on a commencé, justement, quand je parlais du dessin au départ, tu m'avais parlé que tu avais décidé, je pense que c'était en 2012, vous étiez donné comme objectif de faire x5 en 5 ans. Exactement. À cette époque-là, vous étiez, je pense, 10 personnes. Exactement. Fait que ça fait en sorte qu'on passe de 10 joueurs à 50 joueurs en 5 ans. Cette idée-là, à part de où, puis par où on commence pour pouvoir arriver à terme au bout de 5 ans? C'est une excellente question de où vient l'idée. Je pense que c'est un challenge. Quelqu'un m'a dit t'es pas game de... Regarde-moi bien aller, on va avoir du plaisir. Vous attendiez à une réponse philosophique? Non. Non. Challenge. Ça sonne un petit peu comme Max aussi. Là. Vous êtes similaires là-dessus. T'es pas game de... Parfait, watch me. Non, je pense que... J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de conseils de vieux sages en affaires, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, Jonathan, si tu fais pas de croissance, tu meurs. Ça, c'est la première des choses. Puis j'ai eu la chance d'avoir des modèles d'entreprises qui ont quand même grandi rapidement dans la région, puis de jaser avec ces gens-là. Puis je me suis dit, x5 en 5 ans, je trouve que c'est probablement quelque chose qui est très challengeant, qui va probablement mobiliser les gens. Puis je pense que c'est faisable si on le fait de la bonne manière avec les bonnes personnes. Puis ce qui était vraiment trippant à l'époque, c'est que anecdote rapide, nos bureaux initiaux étaient à Saint-Jérôme, dans l'entreprise familiale à mon père que mon frère a acheté aujourd'hui. Puis on s'est fait un peu exproprier par la ville parce qu'ils voulaient pas qu'on soit là. Puis on est tombé par hasard sur un deal immobilier à Blainville. Puis quand on a acheté là-bas, la bâtisse, pas la bâtisse, mais le condo industriel où on était beaucoup trop grand pour qu'est-ce qu'on était. On était 10. Puis on avait calculé qu'on pouvait se rendre à 50 joueurs dans ce condo industriel-là. Qui est le même où vous êtes Qui est la même où ce qu'on a actuellement. Fait que ce que tu as vu de nos bureaux en arrière, c'était un entrepôt libre sur 2 étages qu'on a converti en bureau par phase à travers le temps. Puis je me souviendrai toujours, je dis aux gens, un jour on va être 50 ici, puis vous allez voir, après ça on va continuer à grandir, puis on va aller un petit peu plus loin, puis on va amener ça au prochain step. Puis
à l'époque, ça faisait pas longtemps que les gens étaient dans l'entreprise, et l'entreprise, ça faisait pas longtemps qu'elle existait non plus. Puis tout le monde me regardait, elle disait, t'es fou, ça arrivera pas. Je disais, on va le faire ensemble, on va le faire, tu sais. Puis là, c'est le fun parce qu'avec l'historique, on a des joueurs maintenant qui ont 4, 5, 7 ans, puis quasiment 8 ans dans l'organisation. Puis je dis, Colin, t'avais raison. Je me souviens la fois qu'on était dans l'entrepôt, puis tu disais, puis je me souviens que je leur ai dit ça, c'est qu'est-ce que vous voyez autour? Puis il disait, ben, on voit un entrepôt, on voit des murs de gyps, c'est rien. Je dis, non, moi, je vois des bureaux, vous êtes assis là, il va y avoir une salle de conférence là. Tout le monde me regardait, t'es bien malade. Je dis, non, ça prendra le temps qu'il faudra, mais on va y arriver. Puis, on n'a pas réussi notre objectif. On a manqué notre objectif sur 5 ans de 3 mois et demi. Ben, Arrête! ouais. Gabin, moi, je l'avais prévu, cette question-là, parce que quand, à un moment donné, on discutait, puis tu m'as parlé de cet objectif-là, je t'ai demandé, allez-vous l'atteindre? Puis tu m'as dit non. Là, je me disais, bon, tu sais, si on dû se rendre genre à 35 ou un enfant, tu sais, un truc comme ça. Puis après ça, je t'ai demandé, tu sais, OK, mais ça va te prendre combien de temps? Puis tu m'avais dit à ce moment-là, je pense qu'on va être short de 4 mois. Là, je me disais, tu sais, le gars, il veut faire x5 dans sa business, passer de 10 à 50, puis il dit non, je l'ai pas eu. Tu sais, comme, puis pas comme, on l'a presque eu, là. C'était vraiment, non, on l'a pas eu. On l'a pas eu. C'est fou, des fois, comment on peut être exigeant envers nous-mêmes quand, au final, tu sais, le 4 mois, je veux dire, pour faire x5, c'est comme tellement rien dans l'univers de ce qui est possible, là. Mais l'avais-tu pris comme un échec ou tu l'avais pris comme, bon, next? Je dirais, je pense qu'on est tous très compétitifs, les entrepreneurs d'habitude. Oui, je l'ai pris comme un échec parce que tu dis tout le temps, 28 février, telle année, on va être rendu là à 50, puis t'arrives, t'es pas 50. Tu fais, tabarnouche. J'ai menti tout ce temps-là. Ouais. Mais il manquait pas 5 ans, là. Ouais, il manquait 4 mois ou 3 mois. Effectivement. Hey, c'était pas loin, là, mais comme, tu sais, au moment que t'es arrivé le 28 février, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, ça a été une double déception parce que on n'a pas atteint le 50 joueurs, puis on avait donné un objectif à l'équipe de faire un 65% de croissance cette année-là. On roule à peu près en moyenne entre 30 à 40% de croissance par année. Puis cette année-là, j'ai dit, gang, on est un peu en retard sur le plan de match, il faut faire 65% de croissance. Puis je leur avais mis le target, si on tombe à 65% et plus, on amène tout le monde dans le sud. Fait qu'on a tout aligné nos objectifs en termes avec ça. On a quand même une belle participation de l'équipe. On avait des thèmes trimestriels puis des reward days qui venaient avec ça. Puis on l'a pas atteint. Fait qu'on n'a pas atteint 50 joueurs, on n'a pas atteint 65% de croissance. Fait que ça a été une double déception pour les joueurs. Mais tu sais, somme toute, si on regarde quand même les résultats, je pense qu'on a accompli quelque chose, qu'on a eu, du plaisir, puis 2, on a fini par y arriver, mais un petit peu en retard. Puis sûrement que vous avez appris quelque chose là-dedans. Oui. C'est que la plus belle apprentissage, je dirais, dans ça, c'est que quand tu mets un plan d'action en place, il y a tout le temps un lag entre la vélocité que tu vas aller chercher puis la réalité. Puis c'est un petit peu ça, dans le fond, c'est qu'on l'avait, je dirais un peu notre 65% de croissance, on l'avait notre 50 joueurs, mais il y avait un lag de vélocité de départ d'à peu près 3 à 5 mois, ce qui nous a donné 4 mois au final. Ouais. C'est juste qu'on a été plus long à exécuter les premières étapes du plan, puis on n'a pas réussi à rattraper ce retard-là en cours de route. Puis ça nous a amené cette année à changer de méthodologie de gestion, de forecaster sur un 3 ans qui est un rolling forecast, qu'à chaque année, on va forecaster 3 ans en avant. Fait que ça devrait limiter ce lag-là qu'on a eu l'année passée, puis un petit peu l'autre année d'avant. Okay. Qui est le TRIAG. Exactement, ouais. Tout à fait, la méthodologie TRIAG qu'on teste, qui est quand même assez nouvelle, mais qui, je crois, va venir rajouter un morceau qui manquait dans la méthodologie Gazelle Scaling Up, qui est d'ailleurs, je pense, une des raisons ou plutôt un des outils qui nous a énormément aidé à concrétiser ce plan-là, de faire x5 en 5 ans et 4 mois. Quand tu regardes ça avec le peu de recul que tu as, parce que c'est quand même assez récent, trouves-tu que tu es sévère envers toi-même? Le fait de dire, mettons, parce que là, tu dis pas, tu sais, au début, tu as dit non, je l'ai pas eu, mais après ça, tu as renchéré en disant c'est un double échec. Quand probablement que à peu près tout le monde qui est en dehors de la famille Open Mind doit regarder ça en disant faire x5 en 5 ans. Tu sais, c'est pas passer de 2 à 10, là. C'est quand même 10 à 50 avec plein de défis que à 10 t'as pas qui viennent s'ajouter. Mm-hmm. Je dirais je suis quelqu'un qui ne carbure vraiment pas à la reconnaissance. Je carbure au challenge, là, mais pas à la reconnaissance. Fait qu'à l'inverse,
ça a la beauté que je m'attarde pas nécessairement à l'échec. Je dirais, c'est un réflexe de tout le temps dire, ben gars, on l'a eu, on l'a pas eu, mais what's next? Puis on est déjà en train de regarder c'est quoi la prochaine montagne qu'on veut monter. Fait que je te dirais, c'est la première fois que je me rends compte que Colin, j'ai eu un échec. Dans le sens que là, je m'arrête, puis je réfléchis, puis on est tellement focusé de dire, OK, what's next? On s'en va la prochaine fois qu'il gagne, on l'a pas eu, c'est pas grave, on regarde tout de suite la prochaine game ou la prochaine saison, puis la prochaine Coupe Stanley. Fait que je m'arrivais pas la nuit parce qu'on l'a pas eu, je me réveille plus la nuit de dire comment qu'on va réussir à faire pour aller au prochain step. La motivation pour le prochain, là. Ouais, c'est plus souci. Puis si vous l'aviez eu, aurais-tu pris le temps de célébrer? Tout à fait. Ben oui, puis c'est quelque chose que je dirais que je me suis beaucoup amélioré dans les dernières années de célébrer nos succès. Les premières années, j'étais tellement en mode survie que chaque minute était importante. Faire un meeting de 4 minutes, je capotais, puis je me disais, OK, on perd du temps, là. J'ai appris à travers le temps que c'est important de célébrer, c'est important de se donner des objectifs un peu plus à court terme, puis de focusser toute l'équipe là-dessus, puis d'avoir une journée récompense avec ça. Fait qu'on célèbre quand même beaucoup dans l'organisation. On a poussé beaucoup aussi le côté team building, culture attaché à ça. Fait que, mais je pense qu'on a toujours à s'améliorer. Mais si on l'avait eu, probablement qu'aujourd'hui on serait dans le sud avec l'équipe. Puis là, le prochain objectif, c'est sur 3 ans, mais c'est-tu de faire x3 en 3 ans? C'est-tu dans ces x5 en 5 ans. Encore x5 en 5 ans. Cette fois-là, on va aller plus sur un angle des revenus. Par contre, ça devrait nous amener probablement à x4 du nombre de staff. Fait qu'on veut passer à près de 50 à 200, peut-être 225, 250 joueurs. Donc, c'est l'objectif qu'on se donne devant nous autres, faire x5 au niveau des revenus. Puis dans le fond, la stratégie change au niveau revenu plutôt que nombre de joueurs, parce que vous faites un shift au niveau de la stratégie de commercialisation en allant plus vers des produits plutôt que de la consultation. C'est-tu Les deux axes, on continue à les faire grandir puis on les pousse. Fait que la partie service est super importante. Je pense qu'on a un bon focus présentement dans ce qu'on fait, puis on a une belle expertise, puis une belle plus-value qu'on peut apporter au marché. Mais définitivement, une partie de la croissance qu'on veut pousser puis rechercher, c'est par le développement de produits pour lesquels qu'on est propriétaire. On a développé beaucoup de produits pour nos clients. On le sait qu'on est capable de les bâtir à succès. Puis on a fait des tests dans les dernières années avec, entre autres, un produit qui est Place, on s'est rendu compte qu'on était bon pour le marketer aussi, puis qu'on savait comment le faire, puis qu'on était capable d'appliquer rapidement l'apprentissage qu'on allait chercher au marché. Fait qu'une des axes de croissance dans lesquels on croit puis qu'on pousse, c'est effectivement le développement de produits également. Mais la partie service, on a quand même des objectifs assez agressifs de croissance pour les prochaines années. Puis on bouge sur ces deux éléments-là. Le but, c'est d'aller à l'international, donc dégager des revenus dans d'autres devises qui va dégager une meilleure marge au final. Puis c'est pour ça qu'il y a un certain détachement entre le nombre de joueurs et les revenus. Quand on tombe en produit ou quand on tombe international, généralement, il va y avoir pas une discordance, mais une meilleure marge qui va se dessiner au bout de la ligne. Puis là, parle-nous un peu de Berrycast. Donc, comment ça commence? Ben, probablement, peux-tu juste nous expliquer, j'ai fait une intro au début, mais peut-être nous expliquer un peu plus comme qu'est-ce que c'est, puis comment cette idée-là arrive chez OpenMind, puis qu'est-ce que vous faites pour pouvoir la développer, parce que avant d'avoir développé ça, je veux dire, vous êtes occupé à développer autre chose pour vos clients. Comment vous faites de la place pour un projet comme ça? Effectivement. Dans les produits qu'on développe, notre but, c'est d'être stratégique avec notre mission. Notre mission, c'est vraiment de rendre les entreprises plus rentables, plus efficaces. Puis le but, c'est de faire travailler la technologie au service du capital humain. Donc, Berrycast, c'est quoi un peu la logique de ce produit-là? C'est vraiment, notre but, c'est de révolutionner la manière dont les gens communiquent en entreprise. On croit fermement que la communication d'entreprise n'a pas évolué depuis plusieurs dizaines d'années. Surtout la communication quand on n'est pas au même endroit au même moment. Donc, les gens encore aujourd'hui, même après 15, 20, 30 ans, vont fonctionner soit au bon vieux téléphone, on appelle, puis aujourd'hui, on tombe toujours dans les boîtes vocales, puis là, ça fait un ping-pong de boîtes vocales qui est complètement contre-productif. Ou on va écrire des courriels qui ne seront pas lus ou qui vont être à moitié répondus ou qu'on va se relancer un ping-pong de courriels. Puis si on regarde ça, il y a pratiquement rien d'autre qui a été développé dans les dernières années pour réussir à révolutionner la communication en entreprise. Puis toujours encore dans un cadre où on n'est pas au même moment, au même endroit. Mm-hmm. Donc, il y a à peu près 2 ans et demi, j'essayais d'expliquer quelque chose à un client. Puis je dis, mon Dieu, ça serait si facile si le client serait à côté de moi, devant l'écran, ou si je pourrais lui montrer mon écran. Mais il était pas là, puis on n'était pas au même time frame non plus.
Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, puis je suis tombé sur un outil qui s'appelle Snagit, Oui. qui était précédemment un outil de capture d'écran. Ils ont migré un peu le produit pour pouvoir filmer, faire du screencasting à l'écran. Donc, ce que je faisais au début, c'est que je filmais l'écran, puis après ça, je sauvegardais la vidéo, puis là, je l'envoyais sur Google Drive. Là, je partageais le lien Google Drive. Là, c'est comme 18 clics que ça prend. Puis j'envoyais ça au client, puis les clients me disaient, mon Dieu, c'est donc bien hot comme outil, comme ça sort de où, puis comment je peux l'utiliser. Puis là, dès que je commençais à expliquer la première puis la deuxième étape, je les perdais, puis disais, OK, alors, trop compliqué, on oublie ça, on passe à un autre numéro. Fait que j'ai commencé à chercher s'il y avait des outils qui étaient plus simples que ça. Puis j'ai réussi à trouver des bouts de morceaux de robots de 2, 3, 4 outils, mais rien qui était 3 clics, c'est fait, c'est réglé, puis merci, bonsoir. Fait qu'on on a commencé à se challenger un petit peu à l'intérieur de la business. C'est là qu'on a mis en place notre incubateur technologique qui est l'Open Lab, qui est un lab technologique où on lance des idées sous une méthodologie très précise qui est le StageGate pour faire partir une idée d'idée à commercialisation à succès. Puis là, on avait un pipeline d'idées, puis l'idée de Berrycast était là-dedans, qui a eu 4 noms avant ça. Là. Mais puis on a commencé à travailler un peu avec ça. On disait, OK, il y a peut-être du potentiel, puis on a commencé à faire un petit peu d'études de marché, parler avec des gens, regarder les autres outils. On a vu qu'il y a des compétiteurs qui ont commencé à rentrer dans le marché, qui semblaient avoir une certaine traction intéressante. Puis on a dit, OK, je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité. C'est un disruptive, c'est un moyen de communication qui est peu connu pour l'instant, fait que le marché n'a pas encore été adressé. Puis je pense qu'on est capable de faire quelque chose de mieux, plus human-centric que la compétition. Fait qu'on a dit, let's go, on le passe dans le pipeline, puis on l'amène en stade de production, puis après ça en commercialisation. Puis ça fait pratiquement 1 an qu'on développe le produit. On l'a lancé à l'interne il y a à peu près 4 mois. On a envoyé des liens à certains partenaires autour. Il y a 1 mois et demi, on a commencé à faire des tests de publicité pour valider nos coûts d'acquisition client, valider l'attraction. Puis là, on est en phase finale de stabilisation du système. Dans 1 semaine et demie, on va avoir un release. Puis à partir de là, on ouvre la machine commerciale pour conquérir le monde. Ah, cool! Avec Berrycast. Vous êtes rendu jusqu'au bout du processus parce qu'à tout moment, tu aurais pu tirer à la plug de dire ben là, on arrive à un point où est-ce que on a soit un défi technologique ou ça marche pas ou ça... Les gens à qui on le présente veulent pas l'adopter. Fait que là, vous êtes rendu au bout. Exactement. L'étape suivante, quand tu dis commercialisation, tu penses à quoi? Oui, on a déjà fait des tests de commercialisation pour voir notre coût d'acquisition client, dans le fond, notre CAC. Puis, ce qu'on est en train de pousser, c'est de s'assurer que le funnel de conversion, dans le fond, les pourcentages de conversion à travers les différents stades entre on met une publicité puis la personne devient un utilisateur actif. On a testé ça dans les dernières semaines, puis on est très proche de nos métriques d'hypothèse. Il en manque pas gros. Fait que là, ce qui reste à faire après ça, c'est un coup que le système est stabilisé, ce qui va être le cas dans la prochaine version. C'est de partir les campagnes publicitaires, mais à grande échelle. Donc, on a plusieurs canaux de publicité qu'on a ciblés et qu'on a testés jusqu'à date, qu'on sait que le coût d'acquisition client fait du sens. Là, tout ce qui reste à faire, c'est allumer la machine puis de l'optimiser en continu à chaque semaine pour faire rentrer des gens. La seule métrique qui nous reste à valider, c'est le coût, pas le coût, mais le pourcentage de conversion en user payant. Ça, tant qu'on n'a pas le produit assez évolué, c'est le seul... je dirais facteur encore aléatoire ou du moins qu'on est encore en hypothèse qu'on n'a pas pu tester. Le reste à date, on a tous des feux verts sur les différents signaux. Puis est-ce que le développement de cette partie-là qui est qui va être vendue est complété? Parce que de manière générale, tu vas développer ce qui va être gratuit en premier, puis là, après ça, tu attires des gens, puis en parallèle, tu développes l'aspect commercial. Oui. Seriez-vous prêt demain matin si c'est déjà tout développé? Oui et non, c'est que dans les hypothèses de génération de revenus, une des hypothèses qu'on va fort probablement privilégier parce qu'on va tester plusieurs options pour voir les différents marchés, comment ils répondent. Parce que ça se peut qu'aux États-Unis, le modèle de monétisation peut être différent, mettons, en Allemagne ou peu importe, mais une des techniques qu'on veut essayer, c'est le magic number. Un peu comme Slack. Slack, ce qu'ils font, c'est qu'après 10 000 messages dans la plateforme, l'historique s'efface. Mm-hmm. Les gens veulent garder leur historique souvent, ils veulent pas que leur message s'efface pour une raison X, Y, Z. Donc, c'est de trouver c'est quoi le chiffre magique dans l'application qui fait que rendu à ce chiffre-là, on sait qu'on a une adhésion puis que les gens sont vendus au produit, mais là que ça leur crée un certain pain point, soit en réduisant les fonctionnalités ou en réduisant l'historique, exemple de sauvegarde des différentes vidéos qui sont envoyées, puis à partir de là, bâtir le plan monétaire à travers ça.
Fait que ça peut être le magic number de dire rendu à 10 Berrycast, ben les autres s'effacent en arrière. Fait que si tu veux pas perdre ton historique, là, faut que tu payes. Fait que ça, c'est un exemple de ce qu'on a comme hypothèse sur la table. Fait que ça sera pas nécessairement de builder beaucoup d'autres features autour. On a un paquet d'autres features qu'on veut faire pour rendre les produits encore plus attractifs. Mais il y a de fortes chances que notre monétisation soit sur un chiffre qui va être le chiffre le plus proche de quand on sait que l'utilisateur est rendu là, ben il est actif et qui aime la plateforme et qui est vendu à la plateforme. Là. Avez-vous un public que vous visez vraiment ou c'est plus général, les entreprises, tech? C'est une super bonne question. On a plusieurs personas puis ça fait partie de la job qu'on va aller voir après pour quelle fonctionnalité supplémentaire qu'on va développer. Il y a différents personas. Il y en a un, c'est toutes les personnes qui travaillent dans le domaine design. C'est ça, donc, dire, exactement. Ça m'attire pas mal déjà. Là. Exactement. Je pense qu'elle va sortir sa carte de crédit. Là. Exactement. Parce qu'on voit que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'étapes d'approbation pour le client. Le client a de la difficulté à verbaliser les modifications qu'il veut. Puis les meilleures sessions de travail, c'est quand on est assis à côté du client pour lui montrer et qu'il nous donne le feedback live. Mais même là, c'est difficile de réécouter ce que le client nous a dit. Mm-hmm. Donc là, le fait encore de pas être au même endroit au même moment, puis le client peut se faire pause dans son enregistrement, puis refaire un record, puis ça donne un gain qui est encore plus fort que d'être à côté de lui en temps réel. Oui. Donc, tout ce qui est design graphique, tout ce qui est artistique, je pense qu'on le voit, là, il y a une bonne traction potentielle là-dedans parce que ça donne vraiment un edge, ça donne une plus-value au bout de la ligne. Mm-hmm. Un autre persona qu'on teste puis qu'on voit qu'on a de l'attraction, puis nous-mêmes, ça nous sert, c'est dans tout ce qui est le développement logiciel et développement de site web. Quand il y a des bugs, le client de rapporter les bugs puis qu'on puisse ensuite les transmettre aux équipes de développement puis que les équipes de développement puissent refilmer le comportement ensuite du système pour le renvoyer au client pour confirmer que ça fait du sens. Tout ce cycle-là, le temps de réponse puis la rapidité puis la précision à poser les bonnes actions pour corriger le problème est considérablement amélioré avec ce genre d'outil-là. Mm-hmm. Ça, c'est un autre persona qu'on a ciblé puis à date, il y a une belle traction qui est là-dedans. Ouais. Un autre persona qu'on a, c'est tous les gens C-level qu'on appelle dans les organisations. Des gens qui ont beaucoup de gens excusez-moi l'expression en anglais, en reporting direct. Okay. Qui ont besoin d'avoir beaucoup de feedback ou de faire des suivis sur des cas ou des dossiers. Donc, au lieu de faire un paquet de meetings 42 fois dans une semaine, ben, tu peux envoyer un Berrycast pour demander un suivi. Puis la personne, à ce moment-là, peut envoyer des petits suivis sur différents items. Puis l'autre personne peut l'écouter quand il veut, puis reposer des questions, puis qu'il y a une discussion asynchrone. Fait qu'on on a différents personas comme ça qu'on teste, qu'on voit actuellement dans nos utilisateurs où ce qu'on a laissé aller l'application, qui a une traction. Puis après ça, on va voir lequel de ceux-là qui risque d'avoir le plus de potentiel de monétisation puis de profondeur de marché. À partir de là, on va développer les fonctionnalités supplémentaires en lien avec ces personnes-là. Ouais, moi ce que je fais en ce moment, là, juste pour ouais, non, vas-y. Parce que ça arrive vraiment beaucoup là, justement le temps d'envoyer les maquettes mettons graphiques, d'avoir les commentaires du client, de faire le back and forth. Des fois, il va écrire un courriel, il va mettre ses commentaires. C'est pas super clair. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Là, il va me faire un sketch sur une table. Là, il va prendre une photo avec son cell, me l'envoyer par message texte. En tout cas, grosse affaire. Fait que là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est on fait genre un Google Hangout. Mettons, si on fait une formation à un client. On fait un Google Hangout puis on l'enregistre, mettons. Ou on fait un screen capture avec genre QuickTime. Puis après ça, on l'envoie. Sauf que là, faudrait que j'aille un micro, faudrait que je m'arrange pour comme enregistrer ma voix, faut que je le dise comme il faut. Il y a pas de, tu sais, il y a des clics de QuickTime, mais c'est tout. Je pense qu'il y a plus de fonctionnalités dans ce que vous offrez. Après ça, c'est d'envoyer un fichier super lourd au client ou de le mettre sur YouTube en privé, lui dire comment aller chercher le lien, l'enfer. Fait que ça me parle vraiment. Toi, est-ce que Max, t'as des... Moi, j'allais tester Berrycast. Puis j'ai déjà donné du feedback, là. Je t'en avance dans la courbe, là. Je suis un peu jalouse, Jonathan. En tout cas. Berrycast.com, on t'invite à fortement le tester. Je vais aller chercher ton feedback. Je m'étais mis sur la liste d'attente. Puis à un moment donné, je retourne sur le site. Encore une liste d'attente, là. Non, mais check ça. Je me mets sur la liste d'attente. Puis là, j'attends mon tour. Puis là, ça me dit, genre, vous êtes 517e. Quoi? Là, je suis comme, what? J'aurais jamais... Là, je me dis, j'envoie-tu un message à Jonathan pour bypasser la liste, là? Je fais comme... Attends ton tour comme tout le monde. À un moment donné, je check de quoi, je retourne sur le site pour voir je le sais pas quoi. Puis là, je vois qu'il y a plus de liste d'attente, on peut le télécharger, c'est ouvert. Je suis comme what? Fait que là, je l'ai téléchargé, puis là on s'est vu juste après, puis là j'ai pu lui donner du feedback, j'ai pu l'essayer. Puis tu sais les problèmes que tu dis ça c'est instantané là. Tu sais tu finis mettons ton vidéo, puis même s'il est entre guillemets long là, j'ai pas testé pendant 1 heure là, mais tu peux faire des vidéos d'une couple de minutes, puis c'est pas instantané mais pas loin, t'as le lien, tu l'envoies
il y a aucun gossage. Ta voix est enregistrée aussi. Honnêtement, moi, je me suis pris 2 notes pendant que tu parlais. T'es un gars de défi. Je vais t'envoyer 2 curveballs. Ouh, let's go! Oh, ouais. il est prêt, vas-y. Tu les veux-tu ou... Vas-y, on t'écoute. Il y a 2 problématiques que je vois. La première, c'est la quantité de temps que les gens vont prendre pour faire une vidéo. C'est-à-dire, mettons, tu prends le cas de Najami, envoie ça à son client, qui dit « Hey, fais-moi du feedback via Berrycast », puis la personne décide de faire un vidéo de 35 minutes. Comment... Ça, fait que ça, c'est ma première objection. Alors, j'ai déjà les réponses pour toi. Bon, mais regarde, puis là, je vais te dire tout de suite ma deuxième. Oui, parce que moi, ça me tentera pas d'écouter une vidéo de 35 minutes. Ben non, mais c'est ça. Ben non, mais exactement. De feedback, c'est non, mais trop exactement. long. Ben c'est ça. Fait que là, il va pouvoir te donner une réponse. OK. Puis mon deuxième point, c'est de dire, moi, t'auras pas de misère à me convaincre. Moi, je l'installe, j'ai catché la game, n'a jamais eu la même chose. Sa cliente ou mon client qui est pas trop habitué, que là, tu dis, ouais, faut que tu ailles te créer un compte là-dessus, faut que tu l'installes, Est-ce que vous avez une stratégie pour essayer de rendre ça, que ça passe directement par le browser sans avoir à installer quoi que ce soit? Moi, c'est ces 2 points que... Tout à fait. Pour répondre à ta première question, qui était dans le fond, comment qu'on va réussir à gérer le fait qu'il y en a qui vont parler puis que ça va être trop long les vidéos, là. Il y en a qui aiment ça s'écouter. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Exactement. Il y a différents éléments qu'on a dans le planning de développement en avant. Exemple, quand tu écoutes la vidéo, tu peux augmenter la vitesse pour l'écouter. Ouh, ça, j'aime ça. Fait que technique prise de audible.com. Oui, Des fois, il parle pas. T'as ça aussi sur YouTube. Mais c'est bon, qui est ça. vraiment Oui, pratique. vraiment. Donc, augmenter la vitesse, c'est une des choses. L'autre chose qu'on veut développer éventuellement comme feature, c'est de faire une transcription de la voix en texte. Donc, c'est plus facile ou c'est plus rapide des fois de screener un texte que d'écouter ce qu'il y a dedans. Ouais. Puis, l'autre élément qu'on va probablement tester, puis je sais pas si ça va réussir à être intéressant au final, mais c'est d'être capable de rater, excuse-moi l'expression en anglais, d'être capable de noter l'efficacité de l'interlocuteur. Donc, si vous recevez constamment des vidéos de quelqu'un puis que c'est trop long, ben c'est trop long. Ben non, mais tu dis pas ça à un client. Non, par contre, mais lui, il sait pas que c'est trop long. Mais la prochaine fois qu'il va t'écrire, ça va dire, ben pas t'écrire mais t'envoyer un Berrycast, ça va dire généralement cette personne-là préfère une vidéo maximum 2 minutes. Fait que c'est pas nécessairement juste envers lui, mais envers l'entièreté des interactions que tu fais avec les gens. On serait probablement capable de voir si tu préfères avoir des courts ou si ça te dérange pas d'en avoir des longs Berrycast. Fait que c'est une des hypothèses qu'on regarde pour essayer de donner un indicateur à l'interlocuteur, d'essayer de regarder maximum 1 minute ou 2 minutes ou quoi que ce soit. C'est le genre de choses probablement qui pourraient être, tu sais, moi dans mon compte, je pourrais le spécifier, de dire, tu sais, de par la nature de ma job, passer 5 minutes, oublie ça, tu m'as perdu, versus, mettons, Najami, que quelqu'un qui fait un review total d'un site web dit, ouais, mais en 5 minutes, on peut pas réviser la totalité. Fait que moi, ça fait du sens d'avoir un vidéo d'une longueur qui est plus intéressante. Exactement. Pas intéressante, mais plus longue. Mais déjà avec les transcriptions, moi c'est comme parfait là. Je vais pouvoir même checker, j'imagine, à quel moment des timestamps de. Exactement. Ah, ça c'est bon. Exactement. J'ai juste hâte de voir comment l'aspect francophone va pouvoir se faire par rapport à ça. Il y a beaucoup de défis, je trouve, par rapport à, tu sais, soit la traduction, ce dont on parle là, pour la transcription. La transcription. En anglais, ça se fait assez bien. Le français est une autre bête. On parlait avec le CNRC justement cette semaine par rapport à ce problème-là, qui est le CNRC qui nous aide beaucoup d'ailleurs là-dessus avec le crime à Montréal. Puis il y a différentes options qui se dessinent devant nous. C'est sûr qu'on va attaquer l'anglais en premier, puis c'est d'ailleurs un choix triste qu'on doit faire, puis on se fait beaucoup critiquer pour ça. Puis on s'est fait beaucoup critiquer aussi pour l'application précédente qu'on a faite. Hidden Place, on a reçu beaucoup de critiques. Pourquoi pas en français? Mais la réalité, que si on veut rapporter de la richesse au Québec, puis après ça, être capable de pousser le français, faut avoir une certaine richesse, puis si on le fait juste en français, on risque malheureusement de pas réussir à survivre. Je suis très d'accord. J'ai eu le même dilemme. J'avais lancé un produit en 2011 qui s'adressait justement à WordPress, qui était une plateforme qu'on utilise, où évidemment le marché francophone est une goutte comparativement au marché anglophone. J'avais reçu le même genre de critiques, dont de Jean-François, qui est mon associé actuellement, qui disait, ben pourquoi tu le fais pas en français? Puis en effet, je veux dire, étape 1, c'est
s'assurer que le projet va pouvoir survivre. Exactement. Puis Ouais. étape Exactement. 2, c'est de le rendre disponible rapidement. Puis c'est pas parce que t'aimes pas la langue ou parce que t'es pas fier d'être québécois ou ça a juste rien à voir. C'est juste une question de chiffres. De C'est un choix survie d'affaires. surtout, Ouais. c'est ça. Ben C'est oui, c'est c'est- surtout une question de survie d'abord et avant tout. Ouais, parce que c'est tu disais tantôt, ça fait 1 an qu'on développe ça. Ben tu sais, c'est au moins, tu sais, si ça fait 1 an que tu développes, ça veut dire que ça fait plus longtemps que ça que tu y penses. Tu disais que c'est une idée, je pense, qui date d'à peu près 2-3 ans. Ben tout le temps, l'énergie, l'argent qui est mis là-dedans pour au final peut-être arriver à ouais, les gens s'inscrivent quand c'est gratuit, mais dès que tu leur demandes de sortir la carte, il se passe plus rien. Ben, tu peux pas, toi, comme entrepreneur qui finance ça, dire on est au Québec, fait qu'on va le lancer en français, même si on sait que t'essaies d'éliminer le maximum de risques pour t'assurer de survivre, puis après ça, de pouvoir le lancer à l'international. Effectivement. Moi, ce que j'entends depuis le début de l'entrevue, j'entends plein de termes qui sont tous liés à l'optimisation. T'as l'air d'être ultra allumé sur plein de sujets, sur plein de, dans le fond, t'as l'air de vouloir optimiser à peu près tout dans la business. Parle-moi un peu de ta vision par rapport à l'optimisation des processus et des façons de faire. J'imagine te parler avec des gens chez nous, hein? Je sais pas de quoi tu parles. Maxime recherchiste. Je pensais au début, quand j'ai parti de l'organisation, que c'était normal d'être un peu spécial là-dessus. Je me suis rendu compte que j'ai peut-être une obsession, effectivement, sur l'optimisation du temps, des processus, de toujours faire mieux, puis d'amener ça à un autre niveau. Fait que la logique un peu même du nom d'entreprise Open Mind, c'est qu'il faut toujours challenger le statu quo. Il y a toujours un moyen ou une solution de le faire mieux si tu restes ouvert d'esprit. Il y a toujours moyen d'arriver à où ce qu'on veut s'en aller puis d'aller au prochain step. Fait que oui, j'étais un fou, peut-être des fois un peu trop. Et des fois, il y a des gens qui me disent dans l'organisation, calme-toi un peu, là, ça respire par le nez, ça va être correct. Comme quoi, on peut-tu... Ben, j'ai développé une technique de gestion du temps qui, pendant plusieurs années, je le donnais en formation à tous les gens qui rentraient dans l'organisation. Puis à un moment donné, le monde m'a dit, écoute, t'es un malade, arrête là. C'était comme trop intense. Arrête, là. c'était trop intense, mais j'ai arrêté depuis 1 an et demi, puis j'ai pris la décision, pas plus tard qu'hier, que j'allais le remettre en place, cette formation-là. Ok. Parce que j'ai vu beaucoup de gens rentrer dans l'organisation qu'on n'a pas donné cette formation-là. Puis on est dans la période justement d'évaluation des gens, puis je les vois à quel point ça leur met un stress sur leurs épaules de pas avoir un outil solide, puis un processus, puis un procédé solide de gestion de tâches puis de priorités. Ça sera peut-être d'ailleurs un autre produit qu'on va développer éventuellement, mais en tout cas, j'avais développé une technique qu'une partie de l'organisation, surtout les anciens, utilisent. Puis oui, il y a peut-être un pourcentage qui me disent que t'es un fou, ça n'a pas de sens, mais il reste quand même que je me rends compte que le reste qui l'ont fait puis qui l'ont suivi, ça leur a donné un outil extrêmement viable pour eux, autant professionnel que personnel. Donc ça en est un exemple que je me suis fait dire que j'étais un freak. Oui, j'étais un freak, je l'admets. Puis c'est une formation de combien de temps? C'est une formation qu'on donnait sur 1h30, 2 heures environ. OK, ben Ouais. c'est pas, C'est rien, c'est là. pas super long Non, par rapport à... Tu sais, je veux dire, à la limite, tu dis, ben garde, prends 10%, prends 50%, prends 80%, puis ta vie va soudainement aller mieux en Effectivement. l'espace d'un demi-après-midi. Là. Effectivement. Par contre, c'est une méthodologie qui prend quand même une forte discipline à suivre la routine de succès. Puis c'est là que le monde dit, OK, tu fais ça tous les jours, non-stop? Et oui, c'est normal. Puis le monde me regarde et dit, non, t'es un flyer. OK. Mais reste que si tu le fais, tu vas avoir du fun. Mais Ça va avancer. sens-tu que justement, il y a des personnes qui vont bien réagir aux mêmes choses que toi, aux mêmes outils un peu que toi, aux mêmes méthodologies, versus d'autres? C'est comme les personnalités sont différentes. Fait que Tout à fait. comment que vous gérez ça, justement, d'avoir ces personnalités-là? Je dirais, j'ai eu la chance en 2011 de rencontrer une coach qui m'a éduqué sur les profils de personnalité. C'est là que j'ai appris qu'on n'était pas tous pareils. Fait qu'on a maintenant tous les joueurs qui rentrent dans l'organisation, on fait un profil de personnalité avec eux pour s'assurer qu'on maximise le succès, de mettre la bonne personne à la bonne place. Puis ça nous permet de voir un peu si tu des gens qu'il faut que ce soit vite, go, je sois efficace, ou des gens qui sont plus OK, je vais smooth, mais je vais bien faire ça, mais je vais être dans le détail, tu sais. Fait qu'on essaie de s'adapter un petit peu aux gens, puis
à partir de là, on avait testé les dernières années d'arrêter de donner cette formation-là. Là, on va recommencer. Bon, on va probablement la twister un petit peu différente dans l'intégration de cette technique-là selon leur profil de psychométrique carrément. Ouais. Fait qu'il faut s'adapter. Mais ça, je trouve ça me parle vraiment parce que j'avais déjà suivi des formations de gestion de temps, tu sais, comme, puis mettons, être à inbox zero, tu sais, là, c'est sûrement pas ce que t'enseignes, mais, tu sais, des petits trucs comme ça, ou de prioriser des petites tâches de 2 minutes, les clencher, finir, ou si quelqu'un attend après toi, tu clenches ça, puis après ça, tu t'occupes de tes trucs. Mais justement, j'ai l'air des fois intense, juste à l'interne, nous autres, puis je veux pas brûler les gens, tu sais, parce qu'on est un peu crackpot, je pense, si on est entrepreneur, là, à la base, c'est comme, on en a parlé, là, on est tout le temps là-dedans, là, notre tête est tout le temps là, fait que c'est vraiment intense. C'est pas tout le monde, c'est pas tous nos joueurs qui ont cette même mentalité-là. Il y en a qui s'en rendent pas compte, il y en a pour qui c'est évident, puis pour d'autres, c'est quand tu leur dis qu'ils réalisent ben crime, c'est vrai, si je faisais les choses dans tel ordre ou de telle manière, ça irait tellement mieux. Tellement mieux, puis en même temps, d'avoir du plaisir aussi. Fait que c'est aussi ça. Je pense des fois, il y a des gens qui ont peur de comme, OK, mais là, si je suis trop si t'es plus rigide dans mes trucs, mais en même temps, puis si tu deviens plus efficace, potentiellement, t'es capable d'en faire plus. Fait que t'as comme moins de stress à être tout le temps à la dernière minute. Mm-hmm. Je pense, tu sais, comme dirigeant d'entreprise, qui veut pas que l'efficacité du temps soit mal utilisée, tu sais, je pense, c'est en tout cas, moi, je trouve même tous les, à mon avis, tout le monde dans l'équipe aussi, dans le sens que. Oui, ça te permet d'en faire plus dans ta vie personnelle puis de profiter plus de la vie. Effectivement, puis je dirais, une des raisons qu'on veut leur mettre en place, c'est pas nécessairement pour les rendre plus efficaces, au niveau de l'équipe, mais c'est le côté stress. Mm-hmm. On se rend compte, en tout cas, plus je le vois, là, il y a des gens qui ont un certain stress parce qu'ils ont de la difficulté à gérer priorité, tâches et compagnie. Fait que, de leur donner les bons outils, la bonne méthodologie pour s'enlever ce stress-là de leur épaule puis de transférer ce stress-là sur les outils au lieu de sur leur eux-mêmes. Je pense juste pour ça, ça vaut la peine d'accompagner les gens puis de les faire grandir là-dessus. Vraiment. Plus que sur la productivité. Au début, c'était vraiment une question de productivité parce qu'on est en mode survie. Là, aujourd'hui, quand même, il faut qu'on ait une rentabilité parce qu'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de logique en avant de nous autres, il n'y a pas de futur. Mais je dirais, une des principales raisons pourquoi je veux ramener ça dans l'organisation, c'est dans le fond, vider ce que tu as dans ta tête pour pouvoir te focusser sur une chose que tu as à faire plutôt que. Exactement. C'est un peu ça quand tu parles des outils ou. Ben, ça, puis la méthodologie qu'on utilise, c'est que si jamais t'as pas eu le temps de faire une tâche aujourd'hui, cette méthodologie-là est un filet de sûreté pour être certain que tu replanifies dans le temps puis que tu l'échappes pas. Puis c'est là que les gens ont beaucoup discuté à jongler entre le calendrier puis la liste de tâches. Mm-hmm. Puis si on fait pas ce qu'on a à faire dans notre calendrier ou dans la liste de tâches, ben des fois ça tombe en deux. Puis de prendre une liste de tâches puis de planifier dans l'horaire, c'est souvent difficile parce que c'est juste une liste. Ça devient. Je peux-tu aller la suivre, moi, cette formation-là? Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Je pense que, tu sais, on vit, nous, ce genre de choses-là. C'est ce que tu viens de décrire, là, un changement de priorité, on a une partie de notre business qui est un peu similaire dans le sens où vous faites de la gestion d'infrastructure où est-ce qu'un serveur qui tombe, il te le dit pas d'avance. Fait que nous, des fois, on a une journée qui est planifiée, puis pour une série d'événements qui sont hors de notre contrôle, le planning prend le bord. Puis c'est comment on récupère ça qui moi, c'est ce qui me fait le plus réagir à ce que tu dis, c'est comment on s'assure que au niveau du filet de sécurité, pas juste de moi comme individu, mais de tout le monde, que tout peut se rebalancer, puis finalement personne n'échappe à rien, puis tout le monde finit par être content. Moi, c'est ça qui m'allume présentement. Mm-hmm. Ça fera plaisir si jamais vous voulez vous joindre à la prochaine formation. C'est fait, c'est sûr. Ouais, c'est ça. J'annule tous mes meetings, je m'en viens. C'est bon. Tu parlais tantôt d'optimisation. Là, c'est un exemple. Je trouve que c'est un exemple qui est concret, mais qui est légitime. Moi, on m'a parlé de la machine à eau chez OpenMind. Qu'est-ce qui se passe avec la machine à eau? La sacrifice de machine à eau. Mon Dieu. On t'a été chercher les bonnes informations, hein? Ouais, ça c'est probablement l'exemple la plus spéciale de mon impatience et mon désir d'optimiser. L'autre c'était légitime. Ouais, non, là je vais devenir rouge. Ouais, la fameuse machine à eau. Écoute, je vais résumer ça je suis en train de perdre une vie complète à cause de cette machine à eau là qui est trop lente. Je vais avoir l'air d'un incroyable freak. Anecdote rapide de la machine à eau, non. On avait
on avait un livreur qui venait nous porter de l'eau dans le temps, dans les 18 litres d'eau, puis là, question d'optimiser, on a dit, ben, pour l'environnement, puis tu sais, pas une question de quoi, on va louer ou acheter une machine. Fait que, on se rend compte que c'était plus logique louer. Ils nous prêtent une machine de test, puis c'est comme une machine avec un fût que quand tu descends la clip, ça sort comme, mon Dieu, faut quasiment que tu tiennes ton verre pour pas qu'il revole. C'est parfait, tout est beau, tout est correct. C'est une machine de prêt. Il amène la vraie machine. Ce coup-là, un verre d'eau prend à peu près 2 minutes 38 secondes. Là. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Est-ce que t'as calculé? Mon linge se démode, honnêtement, le temps que je me coule un verre d'eau. C'est ça. Je me suis dit la même chose. On a l'impression Non, mais que 2 minutes 38. C'est long, là. Non, Ah, compte-les, là. Non, mais c'est ça, mais on a l'impression que c'est un chiffre lancé de même. Mais c'est vraiment 2 minutes 38. C'est vraiment le vrai. Ma bouteille d'eau prend 2 minutes. Arrête! C'est ça. Il me semblait bien que c'était pas lancé de même 2 minutes 38. Mais là, c'est le fun quand t'arrives à la machine à eau puis il y a d'autres gens parce que tu peux jaser avec eux autres. Mais quand j'arrive le matin à 6h30, 7h, puis il y a personne, puis je suis là 2 minutes 38 à côté de la machine à eau à me faire remplir de l'eau, je me dis, voyons donc, je comprends pas comment c'est qu'il y a personne qui peut régler ce problème-là. Fait que voilà, le compte du malheur, c'est il y a 2 semaines, j'ai démonté la machine. On va voir comment il était fait pour régler le problème, puis là, je sais comment le régler. Fait que dans les prochaines semaines, ouais. On va augmenter le débit. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un exemple, là, parce qu'il y en a d'autres. Chez vous, t'as pas la porte de garage. Elle ouvre pas assez vite, je pense, pour, ça te prend trop de temps de rentrer dans le garage. J'ai vraiment eu des bonnes sources. Fait que là, tu défaire le moteur de la porte de garage pour... Non, j'ai fait pire que ça. Bon, ça va bien aussi que... Je me suis commandé un relais sur Internet que j'ai trafiqué pour réussir à distance à télécommander une télécommande. Puis là, j'ai connecté mon mon téléphone avec Google Home Assistant, que quand j'arrive proche de la zone GPS où ce que je suis, ça l'envoie un signal au serveur qui envoie un signal au module relais qui est dans la maison, qui pèse sur la manette, qui ouvre la porte de garage. Ben voyons donc. Fait que 4000 piastres plus tard, t'as sauvé 4 secondes. Mais mais comment tu fais pour t'assurer que si tu passes pas, mettons, tu passes dans la zone, mais que tu veux pas retourner chez vous? Ouais, la porte elle ouvre, mais elle referme après. Fait que... Mais je reste dans une habitation en condo, fait que quand la porte elle ouvre, c'est pas grave, il n'y a pas rien d'objet de valeur. Mais je fais trois allers-retours à peu près par jour. T'attends 2 minutes. Tu dis, ben, je mettrais ce temps-là ailleurs. Fait que ça, plus la machine à eau, ça fait que j'ai au moins 15 minutes de plus avec vous aujourd'hui pour apprécier le moment humain. Exact. Hey, on l'apprécie. Voilà. Et voilà. On l'apprécie. Aïe, aïe, j'aime tellement ça. T'as des bonnes sources, bravo. Quand t'as lancé OpenMind, on parlait tantôt là, tu sais, l'aspect là, de joueur puis tout ça. Ce qu'on m'a dit, c'est que pour toi, d'être en avant-plan, c'est jamais, c'est pas ta priorité, mais que le bien-être des autres, le bien-être collectif, puis le fameux work hard, play hard, s'applique à ta façon de vivre ta vie. Comment tu deals avec ça, le fait de dire t'es à la tête d'une business, mais concrètement, c'est pas toi qu'on veut mettre de l'avant. Tu veux pas te mettre de l'avant. C'est une bonne question. Là, tu me demandes de parler de moi avec le jeu. C'est le temps. Ça va être difficile. J'aime pas ça. Non, écoute, je pense que je vais aller discuter à répondre à cette question-là, honnêtement. Très, très sincèrement. J'accorde pas d'importance à être en avant-plan. Je pense que je veux juste accomplir quelque chose collectivement plus grand que soi-même individuellement. J'aime faire évoluer les gens. J'aime les voir amener ça eux-mêmes, personnellement ou professionnellement à un autre niveau. Puis le résultat suit à travers ça. Là, je trouve difficile parfois que je dois me mettre en avant-plan pour des questions de faire un peu rayonner la business. Puis je pense qu'on n'a pas le choix de le faire de temps à autre. Fait que je vais le faire de temps à autre, me mettre en avant-plan pour ça, mais je cherche pas ça. C'est pas quelque chose qui me motive. C'est peut-être une question aussi que je trouve que ça me gruge du temps. C'est peut-être juste une question efficace ailleurs. Ouais, je pense pas que c'est... En tout cas, j'ai peut-être eu ce réflexe-là de me dire que c'était peut-être pas le meilleur endroit où il fallait que je mette mon temps. Puis comme je disais, je carbure pas à la reconnaissance. C'est pas ça. Je suis plus à dire on accomplit quelque chose. Et non de dire hey, je veux que les gens aient vu que j'ai accompli ça. Ça m'intéresse pas. Ça me motive pas. Redonner pour toi, c'est important? Tout à fait. Puis, est-ce que ça devient de ton père, ça,
Oui. cette volonté-là de redonner aux autres comme... Oui. J'ai toujours les premières années que la business était partie, mon père a gracieusement offert un coin de bureau dans ses locaux qui était en dessous de l'escalier. Merci Daniel. ça nous a été très utile. On serait pas là aujourd'hui là, s'il nous avait pas offert ces bureaux-là, puis il nous a beaucoup aidé dans le développement au départ au niveau de l'espace de travail. Puis là, je m'écarte, fait que la question... En fait, je parlais de redonner. Je dis oui, effectivement, c'est ça. Donc, dans ces escaliers-là, parlant d'escaliers, dans les premières années, à chaque fois que je montais les escaliers, il y avait tout le temps des plaques de reconnaissance de dollars qui étaient données à Centraide, qui est un organisme, je pense que pas mal tout le monde connaît. Puis ça m'a marqué beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai dit mon père s'appelle Daniel, j'ai dit, Daniel, pourquoi il y a des plaques de Centraide? Pourquoi vous donnez tout le temps? Puis il m'a dit, écoute, Jonathan, il dit, tu serais probablement pas là si c'était pas de Centraide. Il dit, quand on était jeunes, on était pauvres, puis on a eu beaucoup d'aide de des organismes comme ça, puis on n'aurait probablement pas passé à travers, ou probablement que lui-même aurait pas été de ce monde si c'était pas de ça. Puis il m'a dit, c'est super important qu'on redonne. Puis je pense qu'on a pas tous la même chance dans la vie. Il y en a qui partent avec une longueur d'avance, il y en a qui partent avec 2 strikes en partant. Je pense que si on peut redonner, si on peut aider autant des jeunes, autant des familles dans le besoin, autant de faire évoluer des gens aussi dans l'organisation. Je pense que c'est super important, puis c'est une forme d'accomplissement. Ça m'intéresse, puis ça me motive de pouvoir aider puis redonner. Je trouve ça super intéressant de voir que, tu sais, autant, mettons, l'aspect business est ce qui te drive, mais l'aspect, tu sais, ça sort de juste le moi, puis je trouve que c'est difficile de, quand on, tu sais, parce que cet argent-là pourrait servir, par exemple, à propulser davantage la business, puis tu fais le choix de, tu sais, d'en redonner une partie. Comment tu jongles avec ça? On a tout le temps budgété un pourcentage de la profitabilité qu'on redonne, puis je pense que je pense pas que c'est une croyance, mais que c'est une réalité. Là, plus tu redonnes, plus tu reçois. J'ai tellement eu de gens qui nous ont aidés, qui nous ont donné, du temps, qui nous ont donné des opportunités, qu'à un moment donné, je pense qu'il faut que le balancier s'égalise, sinon on va frapper un mur carrément. Là. Fait que je pense qu'on le fait de volonté puis de gaieté. C'est sûr que dans les premières années, on donnait par obligation. On avait des clients qui nous appelaient, qui disaient faut que tu donnes tel montant à tel organisme. Oups. C'est correct. Et eux avaient des objectifs d'aller chercher de l'argent, puis c'était pour des causes nobles. Ça, c'était toujours à l'époque, je sais pas qu'elle allait me donner de salaire, puis on donne. Le peu que t'avais passé dans des choses. Exactement. Puis mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une position quand même très, très, très bonne au niveau financier. On a une belle vélocité, une belle équipe. Fait que je pense que c'est important de redonner puis de pousser. Peut-être des entrepreneurs aussi, en dehors de... Oui, j'ai l'opportunité d'aider des jeunes entrepreneurs, autant des amis proches que des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours en donnant des conférences ou en assistant à des événements d'affaires. Puis oui, j'ai des jeunes que je m'entends présentement puis que si je peux redonner là-dessus, j'adore parler business, j'adore brainstormer. Je me souviens toujours quand j'ai parti à business au début, je me disais... J'avais tellement de questions de comment ça fonctionnait une business, puis j'avais peu ou pas de gens qui pouvaient me montrer comment ça fonctionnait, que j'ai toujours cette thinking-là que quand tu commences, il y a tellement d'affaires que tu connais pas, puis tu dis, mon Dieu, comment un tel a réussi à faire ça, ou comment faire pour régler ce problème-là. Puis aujourd'hui, je regarde ça, je dis, c'est OK, on va s'asseoir 4 minutes ensemble, puis si quelqu'un me l'avait dit, ou me l'a dit, ça m'a beaucoup aidé, mais je vais redonner, puis let's go. Ouais. Ben moi, je me rappelle un cas précis, on a fait un salon, où là, on s'est vu justement au salon Transformation numérique. Puis on avait eu un appel peut-être, je vais dire, mettons, 1 mois et demi, 2 mois avant le salon. Puis je m'étais dit, je vais lui demander, voir, comme, il a dû en faire des salons, t'as-tu des trucs ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, sans hésiter, tu m'avais donné plein de hints que, au final, là, tu sais, juste pendant comme tu dis, c'était probablement 3-4 minutes. Puis là, j'étais là, puis je prenais des notes. J'étais comme, ah my God, j'aurais jamais pensé à faire ça. Tu sais, un exemple, mettons, tu m'avais dit, faut que tu ailles des runners. Là, j'étais comme, des runners, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, fait que là, c'est de dire, OK, ben s'il y a pas d'achalandage, tu vas avoir du monde qui vont servir à juste aller chercher des gens qui sont dans le salon, mais qui sont pas devant ton kiosque pour justement maximiser ta présence. Puis là, tu m'avais donné plein de trucs. Puis j'avais fini l'appel. Puis je m'étais dit, aïe, notre salon aurait tellement été mauvais
si on n'avait pas fait ces petites choses-là, parce que je pourrais ressortir ma liste, je l'ai encore. Puis, pour moi, ça s'était comme arrêté là. Puis, je pense que c'est le lendemain ou 2-3 jours après, tu m'avais écrit un courriel, me dit « Hey, en passant, j'ai parlé avec la personne qui est au marketing, puis elle dit aussi que... » Puis là, encore, tu sais, d'autres trucs par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ça. Quand on s'est pointé à ce salon-là, on avait... Ben, tu l'as vu d'ailleurs. Moi, j'avais jamais fait un salon de ma vie. J'avais aucune idée à quoi m'attendre. Puis honnêtement, genre, je suis sorti de là, j'étais vidé physiquement parce que c'est très, très exigeant de faire ça. Mais je vois pas comment on aurait pu maximiser davantage cette première présence-là. Suite à ça, on a fait un post-mortem, puis on a dit, OK, ben là, ça, on avait peut-être un peu trop, puis ça, on n'avait pas assez. Mais, tu sais, quand tu te lances dans quelque chose que tu connais pas, puis je me disais, hey, au prix que ça coûte, je peux pas croire qu'il y a du monde qui se présente, tu sais, sans savoir. Puis si ça avait pas été de ce quelques minutes-là que t'as pris, notre salon aurait été... Je te dis, je pense honnêtement, peut-être qu'on serait allé chercher même pas 50% des leads qu'on est allé chercher, parce que, ben tu sais, t'apprends live que, ouais, là, mettons, l'Internet rentre mal. Fait que le formulaire sur la tablette, c'était pas vraiment une bonne idée. Tu sais, toutes des petites affaires comme ça que des fois, ben exactement. Ouais. Puis ben je voulais juste te dire merci par rapport à ça. Je pense pas que je te l'avais dit de manière comme officielle, mais j'avais vraiment apprécié, puis ça a changé la donne pour nous dans ce premier salon là. C'est super gentil de ta part, ça c'est ma paye. Moi je trippe quand j'entends des éléments comme ça. Écoute, si ça peut aider, ça me fait plaisir, puis je suis content de savoir que ça fait une différence là. Mais vous saviez quand même, vous êtes assez allumé, puis mais on est dynamisme. Mais oui, c'est vrai qu'on est allumé, qu'on serait pas arrivé là-bas tu sais, avec mettons juste un paquet de cartes d'affaires. Mais dans un salon comme ça où est-ce que tu sais entre guillemets tu te bats contre tous les autres pour attirer le monde à ton kiosque, ben c'est les petites différences à gauche à droite qui font en sorte que ben tu sais moi l'aspect des runners là, on s'est pointé la première journée, on était 4 personnes, puis chaque personne avait sa tâche là. Puis je voyais d'autres kiosques là, les gens qui sont arrivés, tu sais, ça ouvrait je pense comme à 9h. Il y a vraiment des gens qui sont arrivés à leur kiosque à 9h15 puis ils commençaient à monter leur kiosque, qui mangeaient d'en face du monde qui venait à leur kiosque. Je me disais "Oh my god, eux autres c'est sûr c'est pas leur business." C'est sûr, c'est pas leur business. Puis ils savent que, mettons, leur boss va pas se pointer là. Parce qu'en termes de maximiser le temps, là. C'était pas le cas, c'est ça. Sont vraiment, mais vraiment pas là. Oh my god. Est-ce que t'as comme tu sais, comme, ça c'était un beau moment, mettons, pour toi. Est-ce que t'as des moments de même qui te pop là en ce moment, là, de comme, aïe, wow, là, 5 ans, il est arrivé telle chose, quelqu'un m'a dit telle affaire, j'ai aidé, tu sais, comme, qui t'a vraiment mis, pas à terre, mais comme, touché, là. Positif ou négatif? Ah ben là, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Avec quoi tu veux commencer? Je te laisse choisir. OK, avec le négatif en premier, puis après on finit avec le positif. C'est bon, c'est bon thinking, j'adore. Deux moments négatifs, on va commencer avec un. On va aller avec un. 2015, qui est pas si loin que ça. J'ai un bon ami qui me dit « Hey, je m'en vais dans le sud, tu viens-tu avec nous autres? » Parfait. Je m'en vais dans le sud, je jase avec lui, puis il me dit, hey, mon Dieu, quand je reviens, là, ça va être le bordel dans mon entreprise, ça va être l'enfer. Et moi, j'ai le plaisir de dire, ben non, moi, c'est parfait, ça roule super bien. Pour une première fois, je vais revenir, il n'y a pas de problème, tout va être sous contrôle. Et tous les joueurs sont à la bonne place. Ouais, exactement. C'est la première fois que je vais revenir, puis je suis pas stressé, là. Pas stressé du tout. Et fini les vacances, on vient et ça l'explose de partout. J'avais à cette époque-là 2 personnes clés, une chacune dans les 2 corps de service qu'on a. Et il y en a une des 2 personnes qui vient me voir qui me dit, écoute Jonathan, il dit, j'ai eu un accident de moto il y a une couple de semaines avant, ça m'a remis en question, je viens d'avoir un enfant, c'est tout des éléments que je savais, mais il dit, écoute, je me remets en question, puis je veux plus nécessairement avoir le stress puis les responsabilités que j'ai ici présentement, fait que je me suis trouvé un autre job ailleurs, je quitte. Et j'ai fait, oh mon Dieu, c'est genre la pire affaire qui pouvait pas arriver. Je dis, OK, ça n'a aucun sens. Puis cette personne-là était extrêmement importante à cette étape-là dans l'organisation.
Puis on était T'es vraiment au début pas là, de ton x5 en 5 ans. Exactement. Là. Fait qu'on n'était pas beaucoup. Fait qu'il y a une personne de perdu Ouais. dans l'organisation, c'est une catastrophe, là. Vraiment, vraiment. Et 2 semaines plus tard, j'ai le deuxième personne la plus importante dans l'organisation qui vient me voir. Puis là, j'y vois le visage, puis je dis, ça y est. Oh my God. Copier-coller. Un coup que tu l'as vécu une fois, tu te dis... Ouais, là, Je le reconnais, là. justement, il dit, écoute, faut que je me rapproche de chez nous. Il faisait beaucoup de voyagements. Il y avait une autre entreprise qui connaissait dans ce coin-là qui était quand même chumé avec. Écoute, je termine, puis je m'en vais travailler là-bas. Je suis comme, je dis, d'accord. Beau petit défi. Les 2 personnes les plus importantes dans l'organisation qui, en quelques semaines, ne seront plus là. Et là, je dis, ben, pas de problème. J'ai ma fille au RH à l'externe qui était super bonne pour m'aider à trouver des gens. Je l'appelle et elle me dit joyeusement, Jonathan, je ne peux t'aider, je ferme ma compagnie. Oh my God. Et donc, Wow! Là, tu dis comme qu'est-ce qui peut... qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui se passe, là? Mais comment tu files avec, comme, vraiment, là? Comment tu filais avec ça? j'ai beaucoup pleuré. Ouais. J'ai beaucoup pleuré. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Très, très, très difficile. 2015 a été l'année la plus difficile que j'ai vécue en affaires. 2015 puis début 2016. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment une période rough. À chaque fois qu'on perd des joueurs dans l'organisation, parce que ça finit toujours à un moment donné, par arriver qu'il y a quelque chose au niveau personnel ou quoi que ce soit qui peut ne pas fitter. Veux pas, je le prends comme un échec, de dire j'aurais pu faire quelque chose de différent, qu'est-ce qu'on a fait pour pas être capable de rendre cette personne heureuse ou puis avec le temps on se rend compte qu'on peut pas rendre tout le monde heureux non plus, puis la business évolue qui fait que des fois les gens sont plus à l'aise avec où ce qu'on est rendu, puis c'est correct. Mais je le prends toujours dur à chaque fois. Puis je l'ai pris très dur à ce moment-là. Puis là, le problème, c'est qu'il faut que tu te relèves les manches pour être capable d'y aller. Puis c'était déjà un temps où je travaillais du 60, 65, 70 heures semaine. Puis là, je me retrouvais avec 3 responsabilités de plus que j'avais pas le temps de faire du tout déjà. Ça a été un 9 mois, ça c'était au mois d'août quand c'est arrivé, mois d'août, septembre. Puis ça a été un 9 mois les pleins 9 mois de ma vie où je suis quelqu'un de perfectionniste, puis là tu mets quelqu'un de perfectionniste dans une situation où tu n'as pas le temps de rien faire à un niveau acceptable, fait que tu t'essaies juste de garder la tête hors de l'eau puis essayer de survivre, puis essayer de trouver des solutions, puis essayer que ça crée pas d'autres effets d'entraînement dans l'équipe, que les clients soient corrects. Puis t'as pas lâché pendant ce temps-là. Non, puis mais je me suis souvent posé la question qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis comment on va-tu passer à travers, puis ça va-tu être correct. À un moment donné, les patterns finissent par être les mêmes, puis tu dis, bah, gaffe, on va avoir un tough time pendant un certain nombre de temps, puis on va s'en sortir. Puis ça a été, je dirais, le plus difficile des temps que j'ai vécu, puis ça a été une énorme motivation. Par contre, je me suis dit, j'ai vraiment eu la réflexion un soir de dire, plus jamais je vais être dépendant d'une seule personne dans l'organisation ou de 2 seules personnes. Puis là, je vais être violent un peu dans mes propos, puis en anglicisme un peu, là. Mais je me dis, je vais la scaler assez loin, cette foutue entreprise-là, que on va monter à 30, 40, 50 joueurs, peu importe, pour qu'on soit moins dépendant de 1 ou 2 personnes. Je veux pas revivre ça. Puis aujourd'hui, on a quand même des personnes extrêmement importantes dans l'organisation, puis il y a beaucoup de gens qui nous feraient énormément mal s'ils quitteraient l'organisation. Mais je pense qu'on a un peu plus de redondance que qu'est-ce qu'on avait à l'époque. Fait que ça a été l'enfer pendant 9 mois, puis on s'est sorti la tête de l'eau peut-être 12 mois après cette période-là, puis on a fait un constat à 18 mois. On avait doublé l'organisation en 18 mois. Wow. Hey. Est-ce que au pire de cette crise-là, t'as-tu pensé à dire, mettons, c'est assez, là, c'est assez? J'ai jamais eu le Je vais thinking de me arrêter. dire c'est assez. Je me suis, pendant certains moments dans l'aventure, veux pas, à un moment donné, tu regardes c'est quoi tes possibilités puis où est-ce que tu as du fun. Je me suis sérieusement posé la question dans ces années-là, en 2015-2016, me dire, je focus-tu la business sur seulement ce qui est optimisation du temps? Puis de donner des formations puis des conférences là-dessus, puis de développer un produit à travers ça. Je me suis sérieusement posé la question de dire, il y aurait-tu un potentiel là-dedans? Puis d'après moi, si j'aurais mangé 2-3 autres tapes de plus en plein visage, là, puis que j'aurais déboulé 4 marches encore, probablement que ça m'aurait dit, OK, faut que je change quelque chose, j'aurais bougé. Mais là, heureusement, les choses se sont placées. Puis ça a été incroyable de voir les gens se mobiliser dans l'organisation. On a eu une cohorte de gens qui a rentré à cette époque-là. On a eu 3-4 personnes qui ont rentré en même temps dans un court laps de temps. Puis ces gens-là, on leur a donné des responsabilités, puis tout de suite en partant, puis on leur a fait confiance, puis
incroyable comment ils ont relevé le défi, comment ils se sont développés, comment ils ont amené ça à un autre niveau, que probablement ces gens-là, si on leur avait pas donné la chance, on n'aurait pas vu leur plein potentiel. Fait que, à un moment donné, les patterns se répètent, tu dis, regarde, on va passer à travers, comment qu'on peut faire la prochaine fois que ça fasse moins mal pour l'équipe, pour son mental, pour les clients aussi. Mm-hmm. Jamais rien de parfait. Il arrive tout le temps des événements qu'on peut pas contrôler, puis on peut pas toujours rendre tout le monde heureux. C'est triste. C'est mon plus gros combat. Dans le fond, au final, ça a fait mal sur le coup, mais dirais-tu que ça a été un tremplin tout à fait. qui t'a remis un peu en question, de dire, hey, là, toutes les personnes que je sais pas exactement comme qu'est-ce qu'ils font, là, faut que je le sache, ou faut que quelqu'un d'autre le sache pour. Puis là, le transfert de connaissances se fait différemment, puis l'espèce de pogne que t'as sur la business, puis les façons de faire deviennent plus serrées, puis là ça te permet justement effectivement de mieux grossir. Tout à fait. Ça a été un motivateur justement pour changer les choses, pour aller au prochain niveau. Puis je pense que ça a été un motivateur pour beaucoup de gens dans l'équipe de stepper up puis de prouver qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Fait qu'on a des gens qui ont compris des choses vraiment incroyables, puis qui se sont surpassés qu'eux-mêmes après dit je pensais pas être capable d'accomplir ça ou de prendre ses responsabilités. Puis aujourd'hui, on continue à évoluer dans l'organisation. Fait que oui, ça a été, je pense, bénéfique au bout de la ligne. Ça a été tout un apprentissage en mode fast-forward. Ça a été la tête en dessous de l'eau pendant un bon bout. Mais oui, je pense qu'on est sorti de là plus fort. Ce qui tue pas nous rend plus fort, je pense. Clairement. Puis ton moment fort, tantôt t'as dit, ou t'en avais un deuxième, je pense que qui était négatif ou? Oui, mais ça se ressemble pas mal. OK. C'est encore un employé important. J'ai goût de creuser encore, là, mais vas-y sur ce qui était comme le positif, là. J'ai une autre question après. Je dirais le positif, c'est quand on a reçu la mention comme quoi qu'on s'était classé dans les 500 entreprises au Canada qui ont eu la plus forte croissance. Oui. Comment ça marche, ça, pour le savoir? C'est un classement qui existe cette année, si je me trompe pas, depuis 31 ou 32 ans, où ce qu'on peut appliquer. Puis il faut donner ses chiffres financiers, puis après ça, ils vont venir vérifier, ils vont demander une attestation comme quoi que c'est vraiment des vrais états financiers puis que c'est pas truqué. Donc après ça, eux vont faire un classement des entreprises qui ont eu la plus forte croissance dans les 5 dernières années en pourcentage. Puis ils vont faire un classement des 500 entreprises au Canada qui se classent dans le ranking. Puis on a appliqué, je pense, on a appliqué une première année, puis on a voulu appliquer, on s'est rendu compte qu'on avait pas assez de chiffre d'affaires, il faut un minimum de chiffre d'affaires. Fait que la deuxième année, j'ai dit, OK, gang, il faut aller au-dessus de ce chiffre d'affaires-là pour s'y ranker juste un petit peu au-dessus. On a appliqué, puis on s'est dit, c'est sûr qu'on sera pas dedans, puis finalement, on s'est classé. Wow. Puis je pense la plus belle reconnaissance qu'on a eue, c'est l'année passée, qui était la deuxième année en ligne qu'on l'a eue. Ils ont sorti un palmarès à l'intérieur de ça des entreprises technologiques. Puis on a réussi à aller chercher la 13e position au Canada en tant qu'entreprise technologique qui a la plus forte croissance. Fait que ça, je trouve que c'est un super beau prix d'équipe qu'on peut célébrer ensemble puis qu'on peut dire, gang, oui, on est exigeant, oui, on pousse la machine, oui, on veut que vous évoluez, oui, on veut faire quelque chose que le monde nous regarde, on est fou, mais regardez, on accomplit quelque chose. Puis c'est drôle que tu dises prix d'équipe parce que pendant que tu décrivais ça, là, comme tes yeux là sont devenus genre ronds, puis tu sais, on le voit vraiment que ce qui touche à l'équipe, ça vient vraiment te chercher, puis que tu le fais vraiment, tu sais, pour le concept de gang et non pour la distinction, le prix qui vient avec, mais l'impact que ça a sur ta gang. Tu l'as-tu, Najami? Ouais, ben puis ça vient un peu en lien avec ce que j'ai entendu tantôt quand t'expliquais l'autre situation, où ce que tu disais que ton combat c'est de vouloir rendre les gens heureux, de pas pouvoir rendre tout le monde heureux. Oui, c'est ce qui me fait beaucoup mal, puis c'est ce qui fait que je sors, je dirais même des fois régulièrement du bureau, puis dire, câline, ma journée, je sors avec un sentiment comme tantôt, là, je suis sorti du bureau, puis j'ai un sentiment que j'ai échoué en quelque part. Pour la simple et bonne raison que je pense dans n'importe quelle organisation, il y a des gens qui vont avoir des demandes qui peuvent être légitimes pour des raisons X ou Y, Z, mais cette demande-là, mise dans un contexte global, fait pas de sens. Tu sais, puis mon rôle premier, c'est d'assurer la pérennité de l'organisation. Puis dans un marché compétitif dans lequel on est actuellement, des fois il y a des demandes ou des trucs que si on dit oui à tout le monde, on met à risque l'équipe.
Fait que c'est de devoir dire non à certaines choses dans le but de préserver l'équipe, mais d'essayer de faire comprendre à ces gens-là qu'on leur dit non, puis on n'accède pas à leur demande, c'est pour leur bien, mais ils peuvent pas le comprendre. Puis je comprends qu'ils le comprennent pas, mais c'est que si on dit ouais à tout le monde, on sera plus là demain. Là. Ouais, c'est ça la problématique. C'est le principe de la société, là. Tu sais, de dire, mettons, oui, on veut des programmes sociaux, on veut ci, on veut ça, mais on a une capacité à payer, puis il y a des gens qui ont plus de besoins, moins de besoins, puis c'est de jongler avec ça quand au final tu dis si je pouvais là, je dirais oui, tu sais, je dirais oui à tout, mais au final, je veux dire, si je te dis oui aujourd'hui puis que on est pour te couper dans 6 mois parce qu'on a plus les moyens. Exactement. Qu'est-ce que ça donne, ça? Puis c'est un peu une raison pourquoi qu'on veut pousser aller à l'internationalisation puis développer des produits. Puis ma perception du marché présentement, c'est que la masse salariale augmente beaucoup plus vite en pourcentage que ce que le marché est capable d'absorber en termes de tarification. Puis comme n'importe quelle équipe de hockey pour aller gagner la Coupe Stanley, la seule chose qui empêche les équipes de gagner la Coupe Stanley, c'est le plafond salarial qu'ils ont. Ils donnent un budget limité à une des équipes de hockey, là, puis c'est sûr qu'elle va aller gagner la Coupe Stanley. C'est aussi simple que ça. Puis c'est la même chose dans nos entreprises présentement. On a tous un plafond de verre sur notre tête au niveau de la masse salariale. Puis si en tant que dirigeant, on n'amène pas une stratégie d'entreprise qui permet de relever ce plafond de verre-là, je pense qu'on va se taper la tête très rapidement dans ce plafond de verre-là. On s'en sort bien quand même présentement parce qu'on gère quand même serré puis on a quand même une belle profitabilité. Mais je pense que le compte à rebours est compté présentement qu'il faut s'assurer vraiment d'aller dégager les meilleures marges puis d'amener ça à un autre niveau pour être capable de relever ce fameux plafond de verre-là qu'on a sur notre tête. Là. Puis je pense que c'est la réalité de pas mal toutes les entreprises au Québec parce qu'il y en a de plus en plus qui commencent à exporter, ce qui fait que eux dégagent les meilleures marges, ils viennent en compétition avec des employeurs comme nous autres. Fait qu'on n'a pas le choix, je pense, d'évaluer ces possibilités-là puis de trouver le moyen de faire notre chemin à travers tout ça. Sinon, on se met à risque puis on met l'équipe à risque. Ouais. Est-ce que tu trouves... Oh, excuse-moi. Non. Vas-y. J'allais ramener ça comme relationnel. Fait que si tu veux rester dans le technique, tu peux... Non, OK. La différence entre moi et Max. Vous complétez super bien, c'est parfait. Merci. Est-ce que tu trouves ça dur de dire non? Oui. Qu'est-ce que... Hein, j'ai dit oui pour le contraire de non. Parce que je trouve ça difficile de dire non, je vais dire oui. Oui, effectivement. Puis, je vais pas dire de quoi t'as peur, mais qu'est-ce que ça te fait sentir, justement? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que quand tu dis non, mais que tu sais que tes intentions sont bonnes? C'est un conflit intérieur très difficile. Très difficile. Ça doit être probablement l'équivalent d'avoir un enfant qui veut un jouet dans la fabrique de jouets puis que tu es obligé de dire non parce que sinon tu vas le corrompre parce qu'il va avoir tous les jouets de la terre puis tu sais que c'est pour lui que tu le fais mais tu vois que ça le blesse puis il comprend pas, tu sais. Ouais. Je pense que c'est un petit peu la même logique. C'est des intérêts qui peuvent être opposés mais le but est des intérêts communs au bout de la ligne puis c'est difficile de faire comprendre ça à tout le monde. Quand ils voient pas tous les chiffres non plus. On est quand même assez ouvert dans l'entreprise. On dévoile les ratios de rentabilité, on dévoile les objectifs de croissance, les heures facturables. Mais il reste quand même qu'ils voient pas l'ensemble du tableau. Puis même si on le dévoilerait l'ensemble du tableau, je pense que ça pourrait créer plus d'éléments à risque de mauvaise interprétation parce qu'il faut une certaine éducation financière pour être capable de bien interpréter cette logique-là puis ces chiffres-là. Mais c'est très difficile. C'est le bout que je trouve le plus difficile en tant qu'entrepreneur, c'est ça. C'est de pas être capable de faire plaisir à tout le monde puis d'être capable de retenir tout le monde puis je pense qu'on se débrouille quand même bien. On a un taux de roulement qui est quand même très faible si on regarde la compétition puis les autres joueurs autour. On n'est pas parfait. J'espère qu'un jour on va l'être. La perfection n'existe pas, Jonathan. On peut l'optimiser en continu. Le plus loin possible. Ouais. Absolument. La machine à eau va être parfaite. Exact. Elle va être parfaite. Je viendrai prendre un verre. Mais peut-être pas parfaite pour tout le monde. C'est ça l'autre chose aussi. Ouais, exactement. Pas parfaite pour tout le monde. Peut-être que il y a bien des gens qui veulent attendre 3 minutes puis relaxer puis méditer puis pas parler à personne. Tout à fait. Fait que tu sais je comprends. Non, exact. Clairement, c'est pas ça. Ça va prendre une autre machine pour ces gens-là. Ouais. Moi non plus, j'ai pas cette patience-là, mais tu sais dire non, pour moi aussi c'est vraiment un combat là, de dire non n'importe qui là, c'est mon chien là, tu sais comme j'aime pas dire non, mais des fois, je me rappelle, les fois que moi, je me suis fait dire non, les fois que moi, on m'a fermé la porte, à quel point, justement, comme tu disais tantôt, it makes us stronger.
c'est un peu ça. Tu redonnes encore dans ce moment-là. Tu sais, comme c'est rempli de bonnes intentions, puis rempli clairement d'amour pour ces gens-là. C'est clair que c'est la bonne chose que tu fais. Puis ce qui fait mal, c'est le fait qu'ils puissent pas le comprendre, tu sais. Exactement. Mais ça fait partie de notre journey d'entrepreneur. Oui. It's a lonely journey, tu sais, c'est vrai. Tu sais, tantôt tu parlais de responsabilité, d'imputabilité, puis je suis curieux de t'entendre sur, par exemple, les erreurs que les gens vont faire à l'intérieur de l'organisation, qui va avoir un impact financier, qui sont pas des one shot. Tu sais, exemple, mettons, tu sais, quelqu'un qui rentrerait pas ses heures facturables. Tu sais, tu dis, OK, peut-être que toi, ça change rien dans ta journée de ce que tu as à faire, mais au final, sur la profitabilité qui nous permet de, tu sais, soit d'organiser des trucs, de bien évaluer, ben, ça a un impact. Comment tu fais pour gérer ce genre de comportement-là qui, pour un employeur, pour quelqu'un qui, tu sais, comme toi, qui est à la tête de la business, tu dis, ouais, mais moi, ça peut avoir un impact direct, soit sur ma paye mais pour la personne qui est à l'intérieur de l'organisation, tu peux pas dire, je vais couper ta paye. Fait que ton aspect responsabilité, imputabilité, pour ce genre de choses-là, tu le gères comment? On a mis des outils en place, puis une certaine transparence au niveau des chiffres. Il y a une année, je pense que c'était en 2000, c'est-tu en 2015 ou 2000? En tout cas, il y a une année aux alentours de 2015-2016, quand on est arrivé aux révisions salariales, on est obligé de dire, gang, on est obligé de mettre tout sur le hold. Vous voyez les ratios de profitabilité de l'organisation, on n'est pas là. Cependant, si d'ici 6 mois, vous l'amenez là, on va rétroactivement vous donner des augmentations qu'on serait en mesure de donner si on serait dans ce ratio de profitabilité-là. Okay. Puis, je veux pas, quand tu donnes des beaux objectifs qui touchent aux poches des gens, t'es un petit peu motivé. Ouais. On s'est rendu exactement ce qu'il fallait qu'on se rende, puis on a réussi à ce moment-là à redonner rétroactivement les augmentations. Fait que ça, c'est un exemple de ce qu'on essaie de faire puis de mettre en place. Puis on a développé d'autres outils automatisés pour être capable de voir est-ce que les gens rentrent leur temps, est-ce que ça fait du sens, leurs objectifs aussi sont alignés avec ça. Donc, on essaie beaucoup de les conscientiser à l'impact que ça a. Puis à chaque mois, quand on fait les meetings d'équipe, on leur explique pourquoi on est au-dessus ou pourquoi on est en dessous du ratio de profitabilité. Ça, c'est tout le monde dans l'entreprise qui a accès à ce genre d'informations-là? Même si vous venez dans l'entreprise, il y a un gros board au 2e étage où toute l'information est là. J'adore. Puis tout le monde a accès à cette information. Même quand les clients viennent, on leur montre. Okay. Carrément. Ça, c'est le ratio de profitabilité de l'organisation. Voici les heures facturables qu'on a faites. Oh, les tabous, là. C'est malade. Ben, c'est là que tu sais que, tu sais, je pense que ça a un lien direct avec être en mesure de montrer la valeur que tu apportes à une business par tes services. Si moi, tu me vends quelque chose 100$, puis que moi, je trouve que ça le vaut vraiment, puis j'en ai pour mon argent. Après ça, si toi, tu l'as payé 50 ou tu l'as payé 20 ou 10, si pour moi, il valait vraiment le 100 que j'ai payé, c'est plus vraiment important, là. Moi, je me demande, le Jonathan d'aujourd'hui, il dirait quoi au Jonathan d'il y a 5 ans? C'est quoi le meilleur conseil qu'il donnerait? Je dirais, t'es un malade. Non, mais ça, c'est pas un conseil. Non. Mon Dieu, ça revient un peu à la question de tantôt. J'ai tellement peu de focus sur le passé que sur le futur que ça va être probablement difficile à répondre correctement, mais qu'est-ce que je lui dirais? Ou il est devant toi. Ce que je lui dirais, honnêtement, là, c'est ça. J'ai beaucoup appris par les livres. Ça a été un outil incroyable de progression personnelle, professionnelle, puis après ça, de pouvoir aider les gens autour puis de solutionner des problèmes. Mais ça m'a pris du temps avant de faire un lien qui est super simple. Je comprends pourquoi je l'ai pas fait avant, mais que d'aligner toujours ses lectures avec son plus gros problème à résoudre dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Avant, je lisais des livres parce que les gens me proposaient des livres. Puis, ça a l'air bon. Puis là, tu lis, mais là, à chaque fois que je fais des lectures, c'est vraiment, c'est quoi ton plus gros problème que tu as présentement? Puis, lis là-dessus. Let's go. Puis j'en parlais justement avec une collègue qui fait du super bon boulot avec nous au bureau. On est en train de faire un projet d'agrandissement pour doubler la superficie de nos locaux. Puis elle va manager le projet de construction. Puis là, je voyais qu'elle lisait un paquet de livres en gestion. Puis là, je dis, mais c'est quoi ton plus gros problème? Ben là, ça va être le projet de construction. Fine.
Pourquoi tu lis pas là-dessus? Pourquoi tu vas pas chercher de la connaissance puis de l'expérience pour justement t'aider à passer à travers ce challenge-là? Puis elle dit, mon Dieu, c'est vrai. Mais des fois, on s'en rend tellement pas compte. Tellement. Mais fait que si j'avais à me parler il y a, mettons, 15 ans quand j'ai parti à business, ce serait ça. C'est assure-toi toujours de lire en lien avec ton plus gros problème que tu veux résoudre là. Puis focus là-dessus. Puis je pense que ça m'aurait probablement aidé beaucoup à cheminer plus rapidement. Puis présentement, tu lis quoi? Présentement, là, j'ai un livre qui s'appelle Culture Code, Code de la culture. Là, c'est plus axé culture d'entreprise. Puis parce que en lien avec l'agrandissement, je veux voir comment qu'on peut faire pour créer des espaces de travail qui maximisent la culture. Fait que là, c'est une couple de lectures que je fais là-dessus. Là. On a fait beaucoup de lectures dans les derniers mois sur tout ce qui était management, triage, scaling up et compagnie, parce qu'on on est en train de faire notre exercice stratégique, puis ça a été beaucoup axé là-dessus. Sinon, c'est beaucoup des livres de croissance, business, vente et compagnie. Mais présentement, c'est culture d'entreprise, optimisation, espace de travail pour maximiser la culture. J'adore. Je suis une formation sur la culture la semaine prochaine, fait que c'est comme... C'est aligné. C'est tout bien aligné. Il n'y a aucun hasard. C'est bien, c'est bien. En termes de coaching, t'as dit tantôt que tu coachais divers entrepreneurs puis que tu donnais de ton temps par rapport à ça. Toi, t'as un mentor, t'as un coach, comment tu t'assures de rester imputable toi-même? Je suis vraiment chanceux là, parce que depuis 2011, j'ai eu la chance de tomber sur plusieurs coachs qui m'ont beaucoup aidé. Puis présentement, on a un bon CA qui nous aide. Et on a 3 personnes vraiment incroyables qui nous donnent de leur temps, qui ont des expériences vraiment hallucinantes. Puis à chaque fois qu'on a des problèmes, donne un petit coup de fil, toujours disponible. Jonathan vient prendre un petit verre avec nous autres le soir à la maison, puis on va t'arranger ça, puis on va t'aider. Fait que oui, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens de qualité qui me donnent de leur temps, qui m'aident encore aujourd'hui. Puis j'ai vu ce que le coaching pouvait faire pour les gens, pour moi-même, puis ce que ça peut faire également pour les gens dans l'organisation. Parce qu'avant, j'essaie tout le temps moi-même de coacher. Puis à force, en moment donné, de rentrer des coachings pour moi, je dis, il me reste un peu de temps libre, je peux pas prendre, veux-tu l'utiliser? Puis là, je me suis rendu compte que ça a aidé énormément les gens dans le business. Fait que présentement, on a des coachs pratiquement dans toutes les sphères de l'organisation, autant marketing, vente, admin, finance et compagnie, pour challenger les gens puis les faire évoluer. On dépense des sommes assez considérables annuellement en coaching, mais je pense que c'est ce qui fait avancer les gens plus vite puis ce qui nous fait aller au prochain step. Là. Mais il faut que tout le monde soit sur son X pour être en mesure d'atteindre les objectifs quand les objectifs sont de faire des x5 en 5 ans. Tu peux pas te permettre d'avoir juste la personne qui est à la tête qui suit les conseils. Ça prend... faut que tout le monde pousse dans la même direction. Puis on a essayé dans les dernières années des fois d'embaucher des gens qui avaient un peu plus d'expérience, qui arrivent avec un certain bagage puis une certaine rigidité au niveau de la culture puis au niveau du thinking. Ça a rarement été un succès. Puis depuis, je dirais, 1 an et demi, on a vraiment dit comment qu'on a du succès. C'est en prenant quelqu'un qui est un peu plus junior ou un intermédiaire dans ce qu'il fait, puis d'amener un coach annexé à cette personne-là. Okay. Pour amener l'expérience puis d'éviter des erreurs à ce moment-là. Fait que présentement, je donne un exemple, on a rentré pour la première fois une personne qui fait le contrôleur financier dans l'organisation. Puis là, ce qu'on a décidé, c'est on va prendre quelqu'un qui a vraiment de la drive, qui veut pousser, qui veut avancer, qui a le couteau d'un dent, comme on dit. Puis là, on est en train de regarder pour lui trouver un mentor, puis l'aider à évoluer, puis de s'assurer qu'elle ait un fast-forward très rapide. J'adore. On pourrait en prendre et en prendre. Vraiment, là. Wow. Merci, Jonathan, d'être venu nous voir. Moi, ça m'a allumé sur plein de choses que, tu sais, des fois, t'as des choses qui sont amorcées, des fois, il y a des choses que j'avais pas vues du tout. Puis, moi, ça me donne le goût de remonter puis de poursuivre ma journée. Je m'en vais travailler, là. Je suis toute seule à ça, je pense que je vais aller travailler un petit peu. Non, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis je pense que les gens qui vont écouter ça vont être vraiment bien servis. Je pense que t'as été vraiment généreux. C'est un beau reflet, je pense, de ce que vous êtes en train de bâtir dans votre équipe. Merci. Vraiment, là. Ouais. Comme premier invité, là. Merci beaucoup, honnêtement, pour l'invitation. C'est un honneur, un privilège de passer du temps avec vous. Puis si on peut partager nos bons, nos mauvais coups, puis peut-être
challenger un petit peu les gens. Puis pour ceux qui écoutent, si vous voulez m'envoyer un petit courriel, si vous avez des questions, n'hésitez pas. jleveille@openmindt.com. Ça me fait plaisir de discuter avec vous s'il y a quoi que ce soit. Tes coordonnées seront dans les notes de l'émission. Donc, si vous avez aimé notre podcast, ce serait apprécié si vous pouvez le partager sur vos divers réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Un like, un commentaire, ça peut vraiment nous aider à propager notre message. Puis surtout dans ce cas-ci, on veut partager le message de Jonathan. C'est incroyable, c'est vraiment touchant. Et je pense qu'il y a bien du monde qui devrait entendre ça. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre site web www.aucunhasard.com, vous abonner à notre infolettre. C'est la meilleure façon d'être tenu au courant quand un nouvel épisode est disponible. Rappelez-vous que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt, bye! À bientôt! Nice. Bravo, merci. C'était vraiment cool. Vous êtes bon, bravo. Hey, non, mais avec un invité comme toi, c'est la transparence, l'ouverture, Ouais, la simplicité, c'est moi c'est ce qui va Vous êtes bon. c'est ce qui m'avait charmé la première fois que je t'ai rencontré, le fait que tout est simple, tu sais, c'est Faut que tu machines à eau. Ouais. T'es cherché ça bon. Il pourra pas sortir pire que ça, là, pas la porte de garage. Pas la porte de garage. Oh non! J'en avais d'autres, mais à un moment donné, je me disais, c'est assez, là.